On va commencer, tant pis s'il y a des retardataires, parce que ça risque d'être un peu long, parce que le sujet est quand même touffu. Et on a prévu de vous faire quelques petites démonstrations avec des appareils plus ou moins sophistiqués. Il y aura aussi un ou plusieurs témoignages de personnes électrosensibles, dont monsieur là-bas. Peut-être Marino, si elle veut en parler un peu, et puis monsieur, d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, ça permet de parler de ce que l'on vit et comment ça se vit. Bon, pour les 2 ou 3 personnes qui ne me connaissent pas encore, Fedon Michaelides, c'est moi. Je suis le président de l'association Mieux Vivre au Village de Villeneuve. Et donc tous les mois, le 3e jeudi du mois, sauf ce mois-ci, c'est le 4e, nous faisons une conférence sur un sujet qui touche directement, qui nous touche directement. Et le but à chaque fois, c'est de mettre en œuvre, de progresser sur nos connaissances et de mettre en œuvre. Donc, je rappelle qu'on avait fait les économies d'énergie, économie d'eau, Linux la dernière fois pour essayer de se passer d'un certain Microsoft. Puis j'en ai fait d'autres, je sais plus, bon, depuis le début de l'année. Là, cette fois-ci, ce sont les ondes électromagnétiques, et je pense qu'à partir du mois prochain, à partir du printemps, on va attaquer un petit peu ce que j'appellerais très pompeusement l'autonomie alimentaire, mais c'est plutôt différents modes de culture chez soi, pour ceux qui ont envie de faire un petit peu de potager. Voilà. Des choses abordables pour inciter les gens à faire un petit peu chez soi. Et parce que de plus en plus, on va nous obliger à utiliser notre compost. Le compost ne va plus être, les déchets alimentaires ne seront plus autorisés en déchetterie. Et on n'aura plus le droit de les mettre dans les poubelles. On n'aura plus le droit de les mettre dans les poubelles, hein, donc il va falloir trouver une solution, tant qu'à faire. Voilà. Donc pour m'accompagner, alors oui, je précise que je suis ingénieur en génie électrique, donc ma partie c'est vraiment la technique. Les ondes électromagnétiques, je les connais depuis que je suis tout petit, si je puis dire, enfin depuis que je suis à l'école, mais uniquement d'un point de vue source de problèmes techniques. Donc parasites dans les mesures, parasites sur le fonctionnement perturbations du fonctionnement des équipements, jusqu'à créer des pannes ou des arrêts intempestifs, des choses qui peuvent être graves. Donc ça, c'était ce qui me préoccupait qui m'a toujours préoccupé. Et puis petit à petit, je me suis aperçu qu'il y avait aussi des effets sur l'humain. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est Frédéric Deblois, qui est géobiologue, qui va un peu nous parler de ça. Oui, j'accompagne Fouedon ce soir pour apporter mon expérience de terrain et aussi ce que j'ai appris via mes formations en géobiologie sur l'impact des ondes sur la santé. Parce qu'il y a la téléphonie mobile, mais aussi l'électricité. Et peu de gens réalisent qu'ils sont exposés quotidiennement à ces nuisances. Et après, il y a des moyens de s'en protéger. C'est pour ça que je suis présent aussi ce soir pour vous donner des solutions et vous expliquer ce qui est possible de faire pour ne pas rester exposé à ces ondes qui, sur le moyen long terme, peuvent affecter la santé quand même. C'est pour ça qu'on présente la conférence en bilan. Voilà. Alors, ces conférences sont toujours proposées en 2 parties. La première partie qui est donc la conférence, où j'expose ce que j'appelle les notions préalables. Hein, il y a un petit peu de tout pour comprendre de quoi on parle. Des fois c'est un petit peu technique, faut pas s'attarder là-dessus et se faire peur. Et quand il y a des notions après qui reviennent dans le cours de l'exposé, ça permet de savoir un petit peu de quoi on parle. Donc on va aborder ensuite les différentes ondes rencontrées dans l'habitat, les dangers potentiels, et Frédéric nous exposera comment s'en protéger. La deuxième partie, ce sera les échanges, bien sûr, et quelques démonstrations pour montrer un petit peu, pour les visualiser ces ondes. C'est très compliqué de mesurer ça. Allons-y, attaquons les notions. À toi. Oui. Première diapo de des notions préalables. Je rappelle juste que l'électricité et les ondes électromagnétiques sont des phénomènes naturels. L'électricité, ce sont des électrons qui se déplacent ou dans l'air ou dans des fils. Donc nous, on a juste domestiqué une énergie qui existe. Et en fait, dans la nature, autour des noyaux des atomes, il y a des électrons qui se déplacent, et un atome peut avoir plus d'électrons que ce qu'il en a normalement, ou moins. Et c'est pour ça qu'on parle d'atomes positifs, ionisés positivement ou négativement. Et ce qui se passe dans les nuages, c'est ça, en fait, les ions positifs étant plus légers, ils restent en haut des nuages d'orage,
Et en bas, il y a les ions négatifs qui provoquent des éclairs et donc techniquement c'est du courant électrique. Et après, il y a aussi les ondes électromagnétiques qui sont des photons, qui sont produits par les étoiles comme notre Soleil ou les étoiles dans l'univers. C'est la fusion de l'hydrogène et des matières légères qui produisent de l'énergie par différence de masse. C'est la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, mais c'est la fameuse formule E égale mc2, que l'énergie égale la matière fois la vitesse de la lumière au carré. Et donc en fait, c'est juste de la lumière, c'est de l'énergie sous forme de particules, de photons qui se déplacent. Et en fait, on utilise ces photons pour la téléphonie mobile, mais pas de la même manière. Et donc, on va vous expliquer en quoi on les utilise, enfin, la façon dont on les utilise et la façon dont ça se déplace, et pourquoi ça peut avoir un impact sur notre santé, par rapport à ces ondes qui, elles, sont naturelles. Donc voilà, l'être humain a créé des ondes électromagnétiques artificielles. Et c'est bien là le problème. C'est que comparativement aux ondes naturelles, les ondes artificielles, eh bien, elles sont non continues, sont générées par un courant qui est non continu. Donc une lampe allumée avec une pile, ça ne génère pas d'ondes électromagnétiques. C'est pour ça qu'il y a le petit nom à côté. Tandis qu'une lampe allumée par un transformateur alimenté lui-même par le courant électrique du secteur, du 50 Hz, lui va générer, autour de tous ces équipements, il va y avoir une génération d'ondes électromagnétiques. C'est donc le plus souvent pulsé, c'est polarisé, c'est vraiment quelque chose qui est dirigé. Donc ça crée des oscillations qui sont composées d'un champ électrique et d'un champ magnétique, d'où le terme électromagnétique. Alors ce qui est important entre guillemets de retenir, c'est que ça évolue en même temps. L'amplitude, on le voit sur les deux flèches, elles grandissent en même temps. Donc ils sont toujours synchronisés. Normalement, il n'y a pas de champ magnétique en dehors du champ électrique dans ce cas-là. Alors, une onde électromagnétique artificielle, donc si on prend l'exemple du courant 50 Hz, 50 Hz, ça veut dire 50 ondulations par seconde. La fréquence est toujours déterminée comme ça, c'est le nombre d'ondulations par seconde. Donc le réseau, c'est 50 Hz. La téléphonie, c'est par exemple 700 MHz, ça veut dire qu'il y a 700 millions d'ondulations par seconde. Et ainsi de suite si on monte en fréquence. Voilà. Et par contre, la longueur d'onde, c'est ce qui va nous intéresser le plus. C'est la distance réelle qu'il y a entre deux ondes. Et cette distance, plus elle est, plus la fréquence est élevée, donc plus les ondes sont rapprochées pour qu'elles rentrent toutes dans la même seconde, plus cette distance va être courte, plus elle aura d'impact sur l'humain. Alors j'ai calculé quelques exemples de longueur d'onde. C'est simplement la vitesse de la lumière divisée par la fréquence, si on veut calculer ça. Alors grosso modo, si on prend le 50 Hz, ça ferait une onde de 6000 km. C'est immense, c'est des ondes qui portent très loin. Par contre, si on prend les ondes de la téléphonie qui sont dans les 700 MHz, donc entre 1 MHz et 1 GHz, ben là on s'aperçoit qu'on serait dans quelques dizaines, on serait exactement à 43 cm pour 700 MHz de la téléphonie. La fréquence la plus basse de la téléphonie, 700 MHz, on est à 43 cm de longueur d'onde. 43 cm, ça commence à nous impacter, parce qu'on a des organes qui sont potentiels, enfin, qui rentrent dans ces dimensions-là. Et quand on va au-delà, donc à partir de 3 GHz, c'est ce qu'on appelle les ondes millimétriques. Vous allez en entendre parler, pour les gens qui se plaignent des ondes millimétriques. C'est dès qu'on attaque les très très hautes fréquences. Donc là vraiment, ce sont des ondes très courtes qui ont un impact sur tout, qui ne traversent pas les murs. Mais par contre, le corps humain, lui, il est impacté. Alors ça se propage, je disais, à la vitesse de la lumière. C'est en support physique, on part d'une antenne à une autre antenne, il n'y a pas de fil entre les deux. Ça permet d'avoir des portées très longues. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. L'énergie de cette onde, elle est inversement proportionnelle à sa longueur d'onde. C'est-à-dire qu'il faut très peu d'énergie quand on a une très haute fréquence pour avoir un impact, pour avoir un effet. Alors que si on avait une onde très très basse, une fréquence très basse, il faudrait beaucoup plus d'énergie. Si on fait l'analogie avec le son, qui est une onde aussi, ben un son très basse fréquence, comme ça, il faut
pas mal de puissance pour pouvoir le sortir, le faire porter loin, tandis qu'un son aigu, on l'entend de très loin. Et souvent, on n'arrive même pas à le localiser parce que on n'est pas capable de le localiser. Alors le spectre de ces ondes électromagnétiques, il est très large. L'être humain, lui, il se situe autour de la lumière visible. Voilà. La lumière visible, pour vous donner une idée des fréquences, elle va de 430 térahertz, donc milliards de hertz, jusqu'à 750 térahertz. Et la longueur d'onde, la longueur d'onde, elle va de 700 nanomètres. Vous savez ce que c'est un nanomètre? C'est un millionième de non, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Milliardième de mètre. Millionième de millimètre. Voilà. Milliardième de mètre. Donc, c'est même pas un cheveu, quoi. Voilà. Et donc, l'être humain, lui, il est capable de supporter ces fréquences-là. Bon, après, on sait tous que en infrarouge, donc on va dans l'infrarouge, on peut commencer à chauffer un petit peu, hein, c'est le principe du mode de chauffage infrarouge. Et en ultraviolet, on peut griller aussi, parce que c'est la lumière du soleil, l'ultraviolet, qui commence à nous griller la peau. Donc on est adapté à une bande de fréquence. Néanmoins, quand on est en dessous, donc dans les très basses fréquences, le 50 Hz du réseau électrique, on peut se poser des questions, on peut se demander si on est impacté ou pas, et on va vous le montrer. Ensuite, on attaque ce qu'on appelle les radiofréquences. Bon, radio, parce que tout simplement, c'est utilisé énormément dans le domaine de l'émission radio, et téléphonie. Et ensuite, là, on part dans les hyperfréquences. C'est vraiment la téléphonie mobile et les micro-ondes, les fours à micro-ondes dedans. Hein. Un four à micro-ondes, ça fonctionne à la même fréquence qu'un téléphone mobile. Comment ça? La fréquence qui fait chauffer le micro-ondes qui fait chauffer l'aliment qui est dedans, c'est la même fréquence de fonctionnement qu'un téléphone mobile, que je vais enlever de ma poche d'ailleurs. Ce qui change, c'est la puissance. Il y a 800 watts dans votre poulet qui est en train de cuire dans le micro-ondes. Là, il y a 0, quelque chose watts. Il y a moins d'1 watt, normalement. Donc, par contre, vous restez 2 heures au téléphone avec le téléphone ici, vous pouvez sentir un échauffement. Il y a des gens qui sentent un échauffement, c'est pas que le téléphone qui chauffe, hein, c'est aussi les tissus. Alors, on n'abordera pas les ondes qui sont nettement au-dessus, parce que ce sont les ondes radio et les ondes ionisantes. Donc là, on sait ce que c'est qu'une radio. Quand on va chez le Toubib, à l'hôpital, faire une radio au rayon X ou au rayon gamma, ou au-dessus les rayons ionisants, c'est les rayons c'est la radioactivité. Donc ça, on n'en parlera pas ce soir, hein, c'est autre chose. Heureusement, on connaît un petit peu mieux les effets de ces rayons-là. On sait très bien qu'un rayon X, il faut un flash très court pour prendre une radio, on va avoir la photo de ce qui se passe dedans, n'empêche qu'on a quand même absorbé des rayons. Et si on reste coincé sous le rayon, c'est terminé, hein, on grille. Alors, que dit la norme? Depuis 2002, elle n'a pas changé. La norme, depuis 2002, n'a pas changé, et pourtant, depuis 2002, la téléphonie mobile a énormément évolué. En 2002, il n'y avait pas En 2002, il n'y avait pas encore on était à la 2G. Il n'y avait pas encore la 3G, ni la 4G, ni la 5G. Donc on était encore dans des basses fréquences, pas des fréquences un peu plus basses, dans les 700 MHz, et pas le même mode de fonctionnement que les fréquences actuelles. Et la très basse fréquence, donc le réseau électrique, il est pris en compte dans la norme, mais pas en tant que source de rayonnement électromagnétique. Donc il se situe vraiment très loin. Néanmoins, on s'aperçoit quand même les valeurs de champ qui sont exprimées en volts par mètre. On s'aperçoit qu'elles sont quand même assez élevées. Donc les radiofréquences, elles se situent dans cette gamme-là, donc entre 100 kHz et 10 MHz. Et on voit que pour une partie des fréquences, on est à 87 volts par mètre, et puis ensuite ça décroît jusqu'à 28 volts par mètre, dans la norme des valeurs autorisées. Ensuite, les hautes fréquences, on redémarre de ces 28 volts par mètre, et on monte jusqu'à 61 volts par mètre. C'est important quand même, 61 volts par mètre. Vous allez voir un peu tout à l'heure les valeurs. Donc tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est Wi-Fi,
qui fonctionne dans la même gamme que la téléphonie. La box Wi-Fi que j'ai coupée là tout à l'heure, celle que vous avez chez vous à la maison, c'est 2,4 GHz. C'est comme la téléphonie 4G. 2,4 GHz. Et la 5G, alors ce que j'appelle la 5G+, c'est celle qui va arriver très bientôt, qu'on nous promet très bientôt, qu'il faut absolument refuser. C'est celle qui va attaquer au-delà des 3,5 GHz. C'est celle qui va vraiment rentrer dans la gamme des ondes millimétriques et qui va être impactante, encore plus impactante. Je fais une petite parenthèse, la 5G c'est aussi une des conférences que j'avais faites. Dans la 5G, en fait, il y a 3 gammes de fréquences. On nous en parle jamais, on nous dit que la 5G c'est la même chose que la 4G, on utilise les mêmes bandes de fréquences. Oui, pour la première gamme de fréquences. Ils utilisent la même fréquence, 2,4 GHz, avec un mode de fonctionnement différent, c'est la même bande de fréquence. Après, le mode de fonctionnement étant différent, l'impact, il est différent aussi. Faut pas croire ce qu'on nous dit. Hein. Vous supportez la 4G, donc n'ayez pas peur, la 5G est bien. Bah déjà non. Ensuite, la deuxième gamme qui sera la 3,5 GHz, ben, là on commence à rentrer dans les ondes vraiment millimétriques et elle sera impactante. Alors normalement, ce sera pour ce qu'on appelle le milieu rural ou le milieu très peu dense. Et après, dans les milieux densifiés des grandes villes ou des grandes industries, on va passer à la 5G, ce que j'appelle la 5G+, qui sera à 36 GHz. Alors là, ça va bastonner. Ça traversera pas les murs, mais ça va traverser les bonhommes. Néanmoins, depuis 2012, eh bien, il y a un rapport qui est sorti sur Bioinitiative, alors je sais plus, c'est une association, oui, allemande. Hein, association allemande. Une association allemande, voilà, qui a émis un rapport de préconisation qui préconise 0,6 volts par mètre, quelles que soient les fréquences. Vous voyez qu'on en est loin hein, par rapport à la norme française. On en est très loin. Alors personnellement, en milieu industriel, j'ai jamais réussi à mesurer en dessous de quelques volts par mètre. En milieu industriel. On a toujours des transfos, des machines, du courant, de la puissance de partout. Donc même s'il n'y a pas de téléphonie ou quoi que ce soit, c'est très difficile d'atteindre cette norme. Mais quand même l'objectif, ce serait de réduire ce que l'on a. Récemment, j'ai fait une expertise sur une installation que j'avais mise en œuvre. Hein. Je me suis dit au bout d'un moment quand même, vu les équipements que j'ai mis, ça pousse, à 300 kW de puissance thermique, ça pousse. Je vais mesurer. Bah, j'étais à entre 20, selon les endroits, entre 20 et 50 volts par mètre. Quand mes collègues qui exploitent l'installation, quand ils sont à côté des câbles, quand ils sont à côté de l'installation elle-même, c'est un bassin d'expérimentation, ben ils en prennent plein la poire. Donc je leur ai dit, ben voilà, à partir de maintenant, quand c'est en service, 3 mètres minimum, tu t'approches pas de là, puis comme de toute façon ça va chauffer, plus de 50 degrés t'as pas le droit de t'approcher, donc tu t'approches pas, tu restes pas là. L'ordinateur il était placé à côté d'un chemin de câble, où tous les câbles de puissance passaient, ben blindage autour du chemin de câble, on éloigne le poste de travail. De suite, il peut y avoir des impacts. Et ce sera pareil à la maison. À des puissances moindres, ce sera pareil à la maison. Il faudra faire attention à ça. Alors, un petit focus sur la téléphonie mobile. Donc, il faut distinguer la téléphonie 2G, pour les anciens appareils, comme toi, Marino, anciens appareils, qui est potentiellement la moins nocive, donc on s'en sert pas. Mais dès qu'on est en communication, elle peut être pire que enfin, au moins aussi nocive que les autres. Quand on l'utilise, oui, quand on l'utilise. Donc, elle a un mode de fonctionnement qui est un petit peu différent des autres. Ensuite, on passe sur les smartphones. Donc, les smartphones, ça veut dire, smart, c'est la communication, hein, c'est, intelligent. C'est intelligent, oui. J'aime pas ce terme-là pour, voilà. Donc, un téléphone pseudo-intelligent, il est capable de faire plusieurs choses à la fois, sauf la vaisselle. Donc, il intègre, évidemment, en plus du téléphone, il intègre Internet, qui est un autre mode de communication, ce qu'on appelle les données mobiles. Le Wi-Fi et le Bluetooth, qui sont des modes de communication sans fil courte distance. Le GPS pour la géolocalisation. Le transfert sans contact quand vous voulez aller payer au bar tabac ou votre café ou n'importe quoi. Et en même temps, il peut servir de borne de duplication du signal si vous voulez utiliser votre ordinateur ou je sais pas quoi. Donc, il fait beaucoup de choses ce smartphone. La norme limite
pour les fabricants, elle limite ce qu'on appelle le débit d'absorption spécifique à 2 watts par kilo. C'est pas toujours très bien respecté, chacun calcule ça à sa façon. Normalement, c'est la puissance maxi que doit émettre un appareil. Et c'est une indication obligatoire sur l'étiquetage de l'appareil, mais aussi sur le présentoir, là où il est vendu. Eh ben, allez dans les magasins, vous me direz si vous voyez ces valeurs-là. Elles sont jamais marquées. Et 2 watts par kilo quoi? De chair fraîche. Par kilo. C'est l'appareil? Non, de personne. Le poids de la personne. Le poids de personne. C'est une norme, hein. C'est comme les volts par mètre, c'est une norme. Donc bon, ça ne doit pas être plus puissant que 2 watts par... après, dans le DAS, dans cette valeur-là, il donne souvent deux valeurs. La valeur corps entier et la valeur tête, quand on l'utilise à côté de la tête. Normalement, c'est la valeur corps entier qui est prise en compte dans la norme, alors que potentiellement, c'est la tête qui est prise en compte. Voilà. Et la tête, vous l'avez? Oui, elle est là. Non, mais... C'est cette valeur-là, c'est 2 watts. 2. Il faut pas que ça dépasse non plus cette valeur-là. Mais en fait, sur un téléphone, vous pouvez avoir 2 valeurs, dont une est très proche des 2 watts et l'autre est en dessous. Et le commerçant va vous mettre en avant l'autre valeur, qui est plus basse. Il faut toujours se méfier des 2 valeurs. Bon, normalement, elles sont toujours en dessous de 2, quand même. Alors, comment fonctionne la téléphonie en 3G et 4G? En fait, si on imagine une antenne en hauteur, alors qu'elle soit sur un mât ou sur un immeuble, hein, peu importe. Bon, c'est un faisceau de ce qu'on appelle une... si j'ai perdu le terme, là, cette grande langue, là, c'est bon, peu importe, c'est un faisceau qui normalement fait à peu près 120 degrés de large sur moins de 10 degrés de hauteur. Ce qui fait que sur les mâts de téléphone, vous verrez qu'il y a toujours 3 antennes. Elles sont orientées à 120 degrés chacune, pour faire 360 degrés, pour émettre dans toutes les directions. Évidemment, la nocivité, on va dire, elle décroît avec la distance, heureusement. Néanmoins, qui c'est qui a oublié son téléphone en marche? Moi, je l'ai mis en avion. Qui c'est qui sonne alors? Moi, je l'ai mis en avion. Ça, c'est mon alarme parce qu'il est 19h. Ah, Je l'ai mis en avion. c'est une mais il alarme. sonne quand même. Ah oui, parce que il coupe normal. les communications, il coupe pas le reste. Oh, ça, c'est une alarme. Oui, on peut s'en servir comme calculatrice, comme appareil photo. Donc ces ondes, elles sont, comment dire, elles ont une portée. Elles traversent plus ou moins bien les masses qu'elles rencontrent, les bâtiments, les feuillages et autres. Elles sont extrêmement nocives à très courte distance. Là où c'est marqué en rouge, c'est interdit. Hein. C'est vraiment mortel. Un opérateur de téléphonie, quand il travaille, lui, il coupe l'antenne avant de monter sur le... C'est mortel. Hein. Voilà. Ensuite, la différence avec la 5G, c'est que jusqu'à présent, jusqu'à la 4G, on avait une antenne qui rayonnait de partout. Comme ça. Voilà, c'était un cône. Donc tout le monde, qu'on soit connecté ou pas, on est arrosé. Comme avec la radio, comme avec n'importe quoi, tout le monde est pris dans le champ à partir du moment où à la portée de l'antenne. Avec la 5G, c'est différent. On est censé être relié, si je puis dire. C'est une liaison virtuelle. On est ciblé, tout à fait. On est ciblé par l'antenne. Et il y a des milliers et des milliers de connexions en même temps. Là, il n'y en a que 3 de représentés, mais il y en a des milliers à la fois. Ce qui fait que le téléphone, il est connecté directement à l'antenne et il se déplace, le faisceau de connexion, on va dire, il se déplace avec vous. L'histoire ne dit pas si quelqu'un croise ce faisceau, ce qu'il prend, s'il vous coupe le faisceau ou pas. Vu qu'il y a des millions de connexions en même temps, on ne sait pas trop comment ça se passe. Et personnellement, pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus nocif. Alors, après, il y a une deuxième chose dont on ne parle jamais, c'est le mode de transmission des ondes. Ce ne sont pas des ondes, comme je vous ai montré tout à l'heure, le 50 Hz, c'est une jolie ondulation. Ce sont des ondes très saccadées, avec des niveaux de puissance différents.
Et c'est ça qui aussi a un impact sur les tissus humains. C'est un petit peu comme, je fais toujours l'analogie avec le son. Vous entendez un son, agréable ou pas. Donc, prenons même un son agréable, de manière continue. Bon, petit à petit, on s'y habitue, c'est pas très gênant. Si le même son, il est saccadé, de manière très régulière, au bout d'un moment, ça agace. S'il est saccadé de manière complètement irrégulière, ça stresse. Ça devient agaçant, on a envie de l'arrêter. Ouais. Les ondes électromagnétiques, c'est un peu le même principe. Hein. Elles ont un effet qui est accentué par la façon dont elles sont propagées. Et les antennes sont actives. La différence entre les antennes 3G, 3 et 4G et les antennes 5G, c'est qu'elles sont dites actives. C'est vraiment, c'est pas qu'un simple relais de transmission à partir du câble enterré qui arrive d'une source. Elles sont vraiment actives. Donc elles sont en plus consommatrices d'énergie. Énormément. Le développement de la 5G, c'est un gouffre énergétique. Alors, il y a un site sur lequel tout le monde peut aller, que ce soit sur le téléphone ou à la maison sur l'ordi. Ça s'appelle Cartoradio, cartoradio.fr. Donc, là, on va pas y aller, bien que le lien soit actif, parce que j'ai coupé le Internet. Mais je vais quand même vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc, sur Cartoradio, j'ai rentré l'adresse de Villeneuve, j'ai mis Villeneuve 04, voilà. Bon, on arrive sur un zoom un peu plus que celui-ci, mais je l'ai dézoomé pour vous montrer en même temps ce qu'il y a. Pardon, je vais prendre la souris. Donc, j'ai dézoomé pour que, voilà, Villeneuve est là. On s'aperçoit qu'il y a un pavé avec 4 couleurs. À côté, il y a un rond demi-coloré. Bon, ça, c'est le centre village. Après, on voit qu'il y a Volx, il y a quelque chose. Ici, il y a Manosque. Et après, il y a des tas d'endroits où il y a des chiffres. Ça, c'est le nombre d'émetteurs qu'il y a. Quand il y a un chiffre, c'est qu'il y en a déjà deux. Là, quand il n'y a pas de chiffre, c'est qu'il n'y en a qu'un seul. Un seul mât. Un mât. Et on s'aperçoit quand même que dans notre entourage, il y en a pas mal, hein, pour une région dite rurale, on est quand même bien arrosé. Alors, j'ai coché les 4 opérateurs de téléphonie. Je me suis dit, s'il y en a un 5e autre opérateur, on va le cocher. Bon, il n'y en a pas. J'ai enlevé la télé, la radio, les réseaux privés parce qu'il n'y en avait pas. Et j'ai gardé le faisceau hertzien parce que justement, je me suis aperçu qu'il y avait ce petit sigle-là. Et vous allez voir ce que c'est qu'un faisceau hertzien. Voilà. Et j'ai coché aussi quelque chose d'intéressant, c'est affichage des directions de l'antenne. Alors, quand on zoome et qu'on va dessus, voilà ce que l'on a. L'antenne de Villeneuve, le mât de Villeneuve. Alors, je sais pas si vous voyez les petits carrés là, de couleur. Voilà. Quand on fait le détail, on a ça. On a les 4 opérateurs de téléphonie et 2 opérateurs qui utilisent un faisceau hertzien. Le faisceau hertzien, c'est celui qui est en pointillé ici, à 83 degrés d'orientation. Et les autres, ce sont les antennes de Orange et compagnie. Donc, on voit Orange, elle est là, c'est le petit point orange. Elle a une antenne ici, une là et une là. Donc, il y a bien les 3 fois 120 degrés pour arroser tout autour. Pareil pour SFR en rouge, pour... non, je dis une bêtise, justement. SFR au Bouygues, on s'aperçoit qu'il n'y a que 2 antennes. Il y en a une ici et une là. Et il n'y a pas la 3e qui devrait être par là. Donc, SFR et Bouygues, étonnamment, j'ai découvert ça vraiment par hasard. Pour moi, il y a toujours 3 antennes. Visiblement, sur ce mât-là, étonnamment, ils n'émettent pas vers le nord. Je sais pas pourquoi. Par contre, Free, qui est le petit point gris, eux, ils émettent pareil que Orange, avec un petit décalage ici, mais bon, ça change rien. Donc, ensuite, quand on va cliquer là-dessus, sur l'opérateur, voilà ce qu'on nous sort. On a le détail des antennes et de l'utilisation des fréquences de chaque antenne. Et on s'aperçoit que, comment, je vais revenir. Non, hop. Là, voilà, un cran en arrière, j'ai oublié de vous dire ça. On s'aperçoit que Orange, Bouygues et SFR n'ont pas la 5G. Il n'y a que Free qui a la 5G. Sur ce mât-là. Alors, je reviens là. Et là, on voit à quelle date ont été mises en service les antennes. Donc, la dernière qui a été mise en service pour Orange, c'était en mai 2022. La 4G sur la gamme 700 MHz. C'est cette gamme-là, 700 MHz.
Et on voit que la gamme 900 mégas, elle est utilisée pour la 2G et la 3G, la même gamme de fréquences. C'est l'exemple que je vous disais tout à l'heure. Hein. La 4G, elle est utilisée pour la 4G et la 5G utilisent la même gamme de fréquences, mais aussi la 2G et la 3G utilisent la même gamme de fréquences. C'est pas forcément des fréquences séparées. Elles émettent dans le même spectre, mais avec des modes de communication différents. Et on continue. Donc Bouygues, là, il y a 15 jours, ils ont mis en service une antenne. J'étais surpris de voir ça. Hein. Je l'ai fait aujourd'hui, hein, ce relevé. Donc il y a 15 jours, ils ont mis en service une antenne 3G. Étonnant. SFR, là on n'a pas de date. On ne sait pas depuis quand c'est en place. Et Free, eh ben, il n'y a pas de date pour la 4G et la 5G. Je sais pas. Alors ça veut peut-être dire que c'est pas encore en service. Ça veut peut-être dire qu'ils ont fait les déclarations, mais que c'est pas encore en service. Je sais pas. Et maintenant, j'ai regardé ce que c'était que ces faisceaux hertziens. Donc en cliquant là-dessus, là, sur Free faisceau hertzien, voilà ce que l'on a. Donc on a bien les 83 degrés qui correspondent à l'orientation de l'antenne. Faisceau hertzien entre 18,8 et 19,3 gigahertz. Donc on est vraiment très haut. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un faisceau hertzien? Après, je vous montre Bouygues. Bouygues, ils ont le même faisceau hertzien, un autre faisceau hertzien dans le même axe. Eux, ils sont à 32-33 gigahertz. Un faisceau hertzien, c'est ni plus ni moins qu'une connexion sans fil entre deux antennes. Et ça sert à plein de choses. Là, en l'occurrence, ça doit être tout simplement SFR et Bouygues qui transmettent, qui relient deux pylônes ensemble. Donc ça évite des kilomètres et des kilomètres de câbles enterrés. C'est vachement moins cher. Il faut pas être dans le faisceau. Bon, généralement, il faut en sorte évidemment qu'ils percent dans le faisceau parce que sinon ça marche pas pour eux. Donc c'est un mode en fait de connexion entre pylônes. Ça peut être aussi un mode de communication pour un privé, pas un privé, un industriel, on va dire, entre deux bâtiments. Plutôt que de tirer des câbles entre les bâtiments pour les connecter entre eux, eh ben, ils utilisent des faisceaux hertziens. Et en l'occurrence, il y a un faisceau hertzien quand on va sur Carte Radio, on va sur Oraison, sur la petite centrale EDF, ben, entre deux bâtiments, il y a un faisceau hertzien. On le voit bien entre eux. C'est normal, eux, ils sont chez eux en plus, hein, ils sont dans le même domaine, ils vont pas très loin. Mais celui-là, il va loin. En fait, celui-ci, ce faisceau hertzien, il va sur le pylône de Saint-Pancrace à Oraison. Si je me trompe pas. C'est paradoxal ce que tu dis, parce qu'avant, la téléphonie elle fonctionnait qu'avec un réseau hertzien. Oui. Puis on a supprimé tous les pylônes hertziens, pratiquement. Il n'y a pratiquement plus aucune liaison téléphonique fixe, je parle, hein, Oui. qui se fait par réseau hertzien. Tout à fait. Ils modifient l'utilisation. Vas-y, je te laisse répondre. Vous savez où il est la 5G à Horizon? Elle est à Saint-Pancrace. Sur la colline. Il n'y en a pas à Horizon? À Saint-Pancrace? Saint-Pancrace, c'est la colline au-dessus d'Horizon. Ah, C'est l'aire d'envol vers Horizon. des deltaplanes et des, voilà. C'est encore un combine, hein, Moi, je trouvais que c'était. Et il y en a peut-être une en centre. Mais je crois que celle de Saint-Pancrace, je crois qu'elle y est déjà. Ça y est, ça arrive. On pourra regarder. Alors, l'impact des ondes électromagnétiques, il est extrêmement divers. Donc, il est différent selon les individus. On n'est pas tous électrosensibles de la même manière. On est naturellement électrosensible, puisqu'on est fait de matière, d'électricité quelque part, mais on n'est pas tous sensibles de la même manière. Ensuite, selon la longueur d'onde, il y a un effet différent sur la même personne. Il y a un effet cumulatif des gammes d'ondes. Les gens qui disent, ouais, de toute façon, on a déjà la 3G, on a déjà le Wi-Fi, machin, un peu plus, un peu moins. Bah non, mon pote. Ce que tu prenais avant dans la tête, tu peux peut-être maintenant le prendre sur le foie ou ailleurs. C'est pas pareil. Je caricature un peu, mais bon, c'est pas loin. Et ensuite, ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'effet cumulatif du temps d'exposition. Plus longtemps on reste dans l'axe d'une source d'émission,
plus on accumule. La distance a un effet aussi, ça on va en parler tout à l'heure. Évidemment, c'est toujours en fonction de la puissance. Mais la puissance, c'est le seul élément qu'on ne peut pas maîtriser. Parce que c'est pas comme la radio, on baisse le son. La radio, on la reçoit toujours. On baisse le son, on l'entendra moins, mais les ondes, elles arrivent toujours. C'est pareil, la téléphonie et toutes les autres ondes, c'est pareil, on les reçoit de la même manière. Donc, les seuls éléments sur lesquels on peut jouer, c'est le temps d'exposition et la distance. Et là, on va voir que on peut faire des choses. À toi de jouer. Ouais, ça va. Et donc la seconde partie, les ondes qu'on rencontre dans l'habitat. Alors, on vous a mis cette petite diapositive pour rappeler que tout le monde, comme on l'a dit, est électrosensible. En fait, les conductions nerveuses à l'intérieur de l'organisme utilisent de l'électricité pour transporter l'information. Le cerveau utilise de l'électricité. On reçoit les ondes infrarouges nous chauffent, le soleil nous chauffe, donc on reçoit ces ondes-là. Mais le problème, c'est que, comme on l'a dit, nous on l'utilise de manière artificielle, et le corps n'est pas fait pour recevoir des ondes pulsées et saccadées. Et là, on est en train d'accumuler beaucoup d'ondes différentes qui se cumulent les unes aux autres. Et il y a des gens qui arrivent à saturation. C'est ce qu'on appelle l'hyper-électrosensibilité. C'est comme une forme d'allergie aux ondes. Parce que là, on voit sur la petite diapositive que pour une fois, c'est le monsieur qui a mal à la tête. Mais on voit que la jeune fille tient un ordinateur qui est sûrement relié en Wi-Fi, parce qu'on voit pas de fil. On peut supposer qu'ils ont un téléphone portable, mais en plus, il y a les lampes de chevet qui peuvent émettre du champ électrique. Donc, ils peuvent prendre du champ électrique, des hyperfréquences dues à l'ordinateur, dues au téléphone portable. Il y a peut-être un radio-réveil qui émet aussi du champ électrique. Et donc, au bout d'un moment, l'organisme ne peut plus supporter tout ça. Et la personne bascule dans l'hyper-électrosensibilité. Et c'est très difficile de revenir en arrière. Et certains électrosensibles deviennent chimico-sensibles. On aura des témoignages tout à l'heure, donc ça devient difficile à vivre. Alors, ce que disent les autorités, c'est que le risque n'est pas démontré. Alors qu'on va voir après qu'il l'est quand même. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des problèmes de fertilité masculine. Mais parce que si on a le téléphone dans la poche, et que c'est à côté des testicules, ça peut provoquer des problèmes. Troubles du sommeil dû au champ électrique et aux hyperfréquences. Risque de tumeur du cerveau, il y a de plus en plus de glioblastomes. Donc les oncologues le savent. Certains disent que c'est dû à la téléphonie mobile, d'autres le nient. Enfin, statistiquement, il y a de plus en plus de cancers du cerveau. Et aussi troubles de la mémoire. Alors, quand on dit que ça peut être prouvé, c'est parce qu'il y a des professeurs, comme le professeur Belbom, qui a écrit un livre qui recense plusieurs milliers d'études, où il constate effectivement des problèmes sur la population. Et on parlait tout à l'heure du rapport Bioinitiative. Les Allemands ont cumulé 2000 études au niveau mondial pour prouver qu'il y avait quand même un danger à l'exposition aux ondes. Donc les principaux symptômes, c'est troubles neuropsychiques, fatigue, stress, irritabilité, maux de tête, troubles fonctionnels aussi, toux, éternuement, rougeur ou démangeaisons, et des douleurs articulaires. Et puis aussi les cancers du cerveau, les glioblastomes, dont on a parlé. Parce qu'officiellement, il n'y a pas de mise en évidence du lien de cause à effet. Parce que les normes ne s'occupent que du DAS, le débit d'absorption spécifique. En fait, ça ne prend en compte que les ondes qui produisent de la chaleur, c'est-à-dire l'effet thermique sur la peau. Mais le professeur Belpom a démontré qu'il y avait d'autres effets. Parce que les ondes utilisées en téléphonie mobile sont pas censées pénétrer le corps. En fait, c'est plus compliqué. Parce que quand les ondes de la téléphonie rencontrent un obstacle, il y a une onde réfléchie qui est créée. Et cette onde réfléchie n'est pas à la même fréquence et elle traverse l'organisme. Et donc ça impacte comme ça. Parce que si vous écoutez des chaînes YouTube de scientifiques ou de techniciens comme Deux Ex Silicium, ils vont dire qu'il n'y a pas d'effet de la téléphonie parce que les ondes ne rentrent pas dans le corps. Mais en fait, si. Il y a des ondes réfléchies qui, elles, pénètrent l'organisme. Donc ça crée un problème. Et bien là, c'est la partie poétique. Un petit peu, moi. Après, je te laisse la main. Alors, pour reprendre les tranches d'ondes qu'on avait montrées tout à l'heure, qu'est-ce qui rentre dans les très basses fréquences? Donc, en fait, tout appareil électrique ou électronique. Vraiment, absolument tout à partir du moment où il est branché sur une prise secteur. Donc, la moindre lampe, et là, on fera tout à l'heure des démonstrations, des mesures avec des lampes de toutes sortes, donc on y a apporté quelques-unes là.
Donc la télé, un ordi, un micro-ondes, tout ce qui est raccordé sur le secteur. Il y a aussi les compteurs électriques, mais en tant qu'appareil électrique, point final. C'est pas une source particulière. La seule différence par rapport aux autres, c'est que par ces compteurs-là, transite toute la puissance des autres. En fait, c'est là qu'il y a le plus de puissance. Donc il faut se méfier. Pas dormir à côté. Dans le Linky, mais autant que les autres. Pour le 50 Hz, je parle. Autant que les vieux compteurs. Un vieux compteur ou un compteur Linky, pour le 50 Hz, il y a la même nuisance. Pour le 50 Hz. Quand vous avez souvent un radio réveil ou n'importe quoi qui vous entendez ronronner un petit peu là, c'est le 50 Hz que vous entendez qui fait vibrer l'appareil. Donc par rapport à cette fréquence-là, un compteur n'importe lequel, ils ont la même nuisance. Après par rapport au CPL, c'est différent. Le Linky, on peut l'entendre? Comment? Le Linky, on peut l'entendre? Non, on n'entend pas le Linky. On l'entend pas? Non. Tu mets un ordinateur portable qui fonctionne sur sa batterie. Alors l'ordinateur portable raccordé sur son chargeur. Même s'il fonctionne sur sa batterie, Il émet pas de 50 Hz. Il émet du coup. Il émet pas de 50 Hz. Il émet quand même du champ électrique. Il émet quand même du champ. Alors, là, on fera un petit focus. Attends. On fera un petit focus sur la lampe. On revient encore. On fera un petit focus sur la lampe de chevet ou de bureau. J'en ai amené une. On fera un petit expérience très simple. Et un focus aussi sur le lit, parce que le lit c'est censé être l'endroit où on se repose, où l'organisme a besoin de se recharger. Or, comme dans tous les habitats, on a une prise de chaque côté du lit et une ligne électrique qui va d'une prise à l'autre à la tête du lit. Ben, on se rend pas compte, mais on est quasiment à 50 cm d'une ligne électrique. Alors même s'il n'y a pas de puissance qui passe là-dedans, parce que normalement il n'y a pas grand-chose de raccordé dessus, enfin il n'y a pas d'élément de puissance, c'est peut-être une lampe, un radio réveil ou quoi. Mais néanmoins, on a quand même du 50 Hz à côté de la tête, alors qu'on est censé passer entre 6 et 8 heures de repos. Donc, On a du 50 Hz, non, tout le temps. Tu l'as tout le temps, le 50 Hz. C'est le courant. Tu as moins de courant, tu as moins de puissance qui passe. courant, il n'y a pas de connexion. T'as pas de courant, je vais te montrer, t'as pas de courant, mais tu as du champ. Le On problème, va faire la démonstration. le problème vient que c'est alternatif. Le courant change 50 fois par seconde de sens. Donc même s'il n'y a pas de consommation, il y a quand même cet effet-là. Et ça crée une tension dans l'espace, ça crée un champ électrique autour du fil. Et c'est ça qui nous impacte. Après, ce champ-là, évidemment, il va augmenter s'il y a plus de puissance qui passe dans le fil, plus de courant qui passe dans le fil. Le champ, il va être plus grand, donc plus de portée. Mais il y a toujours quelque chose. Et puis, ce qu'on a remarqué aussi, parce que Fred a remarqué aussi, c'est qu'il y a certaines surfaces, notamment le bois, qui peuvent être on va dire des réflecteurs ou des transmetteurs, des propagateurs des ondes électromagnétiques. Alors qu'en fait, ça peut. Selon comment c'est placé, on s'aperçoit par des mesures, hein, parce qu'en mesurant, on se dit tiens, comment ça se fait, il y en a plus. On le décolle du bois, c'est plus pareil, on le colle dessus, voilà. On s'aperçoit qu'en fait, ça a tendance à augmenter la valeur mesurée. Il y a aussi le cadre du lit, voire même le sommier entier, qui est métallique. Donc potentiellement, il peut être à lui seul une antenne, ou au contraire, faire un effet de barrière. C'est toujours comment dire, un cas particulier. Chaque installation est un cas particulier. Vas-y. Alors, non. Ah oui. Donc dans les très basses fréquences, nous avons aussi le CPL, courant porteur en ligne, notamment qui a acquis sa notoriété grâce au Linky. Donc courant porteur en ligne, c'est sur le 50 Hz, on vient rajouter ces petites hautes fréquences qui donnent cet effet-là. Donc bon, mesurer à l'oscilloscope, ça donne quelque chose qui ressemble à ça, ce qu'on appelle l'électricité sale. Bon, après chacun son appellation. Bon, ça vient en plus du 50 Hz. Donc c'est déjà une seconde couche de nuisance. Là, on est dans des fréquences de quelques dizaines de kilohertz. Donc le kilo, c'est des milliers de hertz, à quelques centaines de kilohertz, qui viennent se superposer à ça. Et en plus, à la maison, on peut avoir aussi son propre CPL informatique. Hein, si on n'a pas la liaison filaire directe de sa box vers son ordinateur, on peut utiliser des petits boîtiers CPL informatiques qui, eux, fonctionnent à généralement entre 400 et 700 kHz. Donc on peut cumuler encore des fréquences de fonctionnement sur ce 50 Hz. Et là, qu'on ait un Linky ou pas,
kiff, hein. Le CPL passe à travers les compteurs. Qu'on ait un Linky ou pas, le CPL passe à travers le compteur. On est d'accord? Pour les gens qui refusent le Linky comme moi, je suis pas protégé du CPL, hein. Le CPL il arrive quand même chez moi. C'est moi qui en plus n'en émets pas vers les autres sur le réseau. D'accord? Juste un point sur le CPL. Oui. Parce que ce qu'on a constaté quand on utilise ces câbles en CPL, c'est que les fils électriques se mettent à fonctionner comme une antenne. Et là, ils réémettent des photons, des ondes électromagnétiques. Et donc, il y a, en plus du danger du champ électrique, il y a du rayonnement, comme de la téléphonie mobile qui arrive. Et c'est ça le problème. Et donc, on les mesure pas là avec les appareils pour mesurer le danger de l'électricité, mais les appareils pour la téléphonie mobile. Même si on peut pas vraiment l'expliquer parce que on n'est pas dans les mêmes gammes de fréquences, mais c'est ce qu'on constate. C'est ce qu'on mesure. Oui, c'est ce qu'on mesure. Donc, c'est ça le problème et s'il y a de plus en plus de Linky et d'objets connectés, ça va multiplier le nombre d'informations qui vont circuler dans les fils. Et au fur et à mesure, ça va multiplier l'exposition aussi. Donc la durée d'exposition aussi. Parce que le Linky il est censé fonctionner de manière très ponctuelle. Donc il faudrait blinder les fils. En dehors de blinder les Ou supprimer le CPL. on a déjà discuté, on n'a Oui. toujours pas trouvé le moyen. Parce que moi, je ne l'ai pas, Linky. Oui. Mais les voisins. Non, on n'a pas encore vraiment les moyens. On en reparlera tout à l'heure. On en revient aux appareils électroniques ou électriques raccordés sur le 50 Hz. Donc, par leur propre mode de fonctionnement, ils émettent des radiofréquences. Pour faire fonctionner un ordinateur, l'écran, lui, il fonctionne pas avec du 12 volts continu. Hein. Il y a des fréquences élevées qui permettent de faire allumer l'écran. La plaque à induction, c'est pareil, ce sont des très hautes fréquences, qui permettent de faire chauffer les aliments, enfin de faire chauffer le métal. Oui. Non, ça brasse pas les molécules. En fait, ça chauffe. La casserole, elle devient le conducteur de champ magnétique, en fait. Elle ferme le champ sur la bobine. On a une bobine et elle ferme le champ. Et ces foutues ampoules, soi-disant basse consommation, enfin réellement basse consommation, mais hyper polluantes, elles fonctionnent aussi avec de la haute tension qui est générée avec une fréquence. Donc ce sont des pollueurs électromagnétiques phénoménaux, ces ampoules-là. Et même les ampoules à LED, malheureusement. Les LED aussi. Les LED, c'est pareil. C'est pareil, ils ont d'autres fréquences, ouais. Et maintenant, on ne trouve plus que ça. On trouve plus que ça. Après, elles sont moins nocives que les lampes fluo compactes, mais il y a un petit quelque chose. Mais ça n'existe plus ces ampoules-là. Non, ça n'existe plus, mais qui n'en a pas chez lui? On n'a pas forcément changé 100% de nos ampoules. Hein. Bon, elle est où l'adresse de la grotte là, où vous allez c'est là, c'est Attends. Et en dessous, vous avez les appareils essentiellement informatiques et le micro-ondes, mais qui eux-mêmes, mis à part la fréquence qu'ils utilisent pour communiquer, génèrent des fréquences. C'est leur propre mode de fonctionnement. Faut pas l'oublier. Mais quand ils sont éteints, non? Normalement, non. Normalement, non. Mais après, il y a éteint et éteint. Ils sont débranchés. Ah non, débranchés, ça va. S'ils sont débranchés, ils sont débranchés. On ne le débranche pas. Alors, ensuite, on passe dans les hyperfréquences. Donc là, c'est tout ce qui est téléphonie et mode de communication sans fil. Dont le téléphone DECT, hein, les fameux téléphones sans fil fixes qu'on a à la maison. C'est une catastrophe, ça. Hein. D'un point de vue pollution électromagnétique, c'est catastrophe. Alors, on le verra tout à l'heure, hein, il y a 2 ou 3 marques de téléphones qui font des éco-decks. Donc, ce sont des téléphones qui se mettent en pause, vraiment stand-by, quand ils sont pas en communication. Donc déjà, en mode normal, on n'est pas perturbé. Vas-y. Ah ben ouais, ça marche. Donc on revient sur les dangers potentiels. Parce que on a vu qu'on est exposé à 2 types de nuisances. Il y a l'électricité et le magnétisme d'un côté et les hyperfréquences de l'autre. Là, c'est des exemples d'impact des hyperfréquences de la téléphonie et du DAS en particulier. Là, on voit sur les photos en bas ici, sur des sortes de radio. Là, c'est un bébé à gauche et puis un adulte à droite.
que c'est les ondes qui rentrent dans la tête et qui produisent de la chaleur. Ça, c'est déjà assez ancien, hein, c'est en 96. Donc là, on voit déjà qu'il ne faut pas exposer des enfants à la téléphonie mobile. Mais ça, c'est uniquement l'effet du DAS. Donc il y a un échauffement et ça abîme déjà des tissus. Et après, maintenant, on a vu que pour les hyperfréquences, il y a aussi les ondes réfléchies qui rentrent beaucoup plus profondément dans l'organisme. Donc là, ça impacte toute la zone concernée. Le problème du DAS, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'ils le calculent au niveau, bien sûr, ils mettent le téléphone au niveau de la tête, mais quand ils font les tests, ils mettent le téléphone à 5 cm du récepteur. Donc déjà, les chiffres sont plus élevés que ce qu'ils mesurent. Mais en plus, ils prennent que le poids de la zone qui est dans la zone de mesure. Donc en gros, la tête et le début du torse. Et après, ils divisent par le poids entier du corps. Donc en fait, la norme de DAS est en réalité 4 fois plus grande que ce qu'ils nous indiquent. Donc les téléphones ont déjà 4 fois plus de puissance, si on veut dire, de potentiel de de nuisance. potentiel de nuisance que ce qu'ils indiquent. Mais c'est là, encore une fois, que l'échauffement des tissus. Après, ce qu'on sait, c'est que par exemple, des bactéries qui sont soumises à des hyperfréquences, donc de la téléphonie mobile, génèrent des toxines. Mais notre corps est constitué on a plus de bactéries en nous que de cellules en propre. Mais les cellules qui sont sur nous ou à l'intérieur de nous, une fois qu'elles se prennent ces ondes, réagissent et libèrent des toxines. Et ces toxines créent des inflammations. Donc en plus de l'échauffement, il y a aussi des inflammations générées par les bactéries qui sont soumises à des forts champs électromagnétiques. Et après, ces ondes réfléchies, la lumière, peuvent impacter directement l'ADN. Donc modifier l'expression des gènes ou la fabrication des molécules. Donc c'est un autre impact. Et après, il y a aussi un phénomène d'oxydation qui est dû à cette hyperinflammation. Et donc ça fait déjà beaucoup d'effets. Mais là, c'est que les hyperfréquences. Maintenant, il y a l'électricité et le champ magnétique qui se rajoutent à ça. Et l'électricité, en fait, le champ électrique, comme on disait, est alternatif. Donc 50 fois par seconde, il change de sens. Et comme on est constitué majoritairement d'eau, qui sont des molécules à dipôles, elles suivent le sens du champ électrique ou du champ magnétique. Et donc, elles oscillent avec le champ électrique 50 fois par seconde. Donc, ça a aussi un impact sur l'organisme. Donc, si on dort dans un milieu où il y a un fort champ électrique, on peut avoir du mal à s'endormir parce que nos cellules, qui sont constituées d'eau, bougent, suivent ce mouvement. Après, comme on disait, on est des êtres électrosensibles. On utilise l'électricité pour fonctionner. Mais les courants induits dans notre corps, ou les courants qui arrivent dans notre corps, ou les champs magnétiques, provoquent d'autres courants en réaction, ou d'autres champs magnétiques qui provoquent à nouveau d'autres courants. Donc ça perturbe notre fonctionnement naturel. Oui, c'est ça, enfin. Donc, c'est ça le problème, c'est quand on cumule tout. Donc on est quand même des individus très solides. Parce qu'on est quand même exposés. Mais, donc on veut pas vous faire peur, il y a des solutions pour s'en protéger. Mais c'est que, on comprend maintenant pourquoi il peut y avoir un danger. Si on écoute les autorités, ils disent qu'il n'y a pas de danger, c'est les opérateurs de téléphonie ou EDF nous disent qu'il n'y a aucun problème pour la santé. Si, il peut y en avoir quand même. Il faut juste être conscient de ça pour savoir se protéger et ne pas être exposé inutilement. C'est juste l'objet de la conférence. Ah oui, donc on arrive aux moyens de s'en protéger. Parce que là, on vous a remis le petit diagramme avec les différentes ondes. Parce que ce qui est important, c'est de mesurer sur place. Parce que on ne veut pas inquiéter les gens non plus. Il faut mesurer ce qu'il y a chez les gens et en fonction de ce qu'il y a, de prendre les bonnes mesures. On ne peut pas dire la maison est à 500 mètres de l'antenne, elle va être exposée directement à tant de volts par mètre ou tant de microwatts par mètre carré de photons. S'il y a des arbres ou d'autres maisons, ça va atténuer l'effet. Donc il faut mesurer pour chaque maison. Et identifier les zones qui sont nuisibles dans la maison. Parce que on a un effet cumulatif des ondes. Comme là, on a mis ces petits bâtons. C'est comme on disait, on est soumis à l'électricité plus à tout le reste. C'est ça le problème. Là, on a remis une diapo avec les enfants. Où on voit un enfant qui tient un téléphone, mais comme ils sont plus petits déjà et qu'ils ont les os plus fins et plus mous, les ondes rentrent encore plus facilement.
Et puis pour le champ électrique, ils sont encore plus impactés parce qu'ils sont aussi plus compacts. Donc il faut vraiment faire attention aux enfants. Et oui, une petite aparté sur la deuxième photo, c'est qu'on fait pas attention, enfin les mamans font pas attention, elles ont souvent le téléphone à la main, dans la poche, dans le sac, accroché à la poussette, elles trimballent le gamin. Donc le téléphone il est toujours à portée de la tête du gamin. Elles s'en rendent pas compte, mais elles exposent énormément leur enfant sans conscience, sans savoir. C'est dommage. Parce qu'un adulte, comme on dit, n'a pas la même sensibilité qu'un... Ça devrait être marqué sur les téléphones, ça. Bah oui. Mais je pense que Oui. c'est marqué. Mais là, on voit aussi que la maman est en train de téléphoner avec son téléphone portable ou Lui, là, moi. oui, sur la diapo, je disais on voit que la maman téléphone en portant son petit, mais elle est devant l'ordinateur qui est peut-être avec le Wi-Fi et le Bluetooth activé. Et le four micro-ondes qui en chauffe. Oui, le four micro-ondes qui chauffe. On va y revenir au four micro-ondes. Donc, on disait qu'il faut prendre des mesures des dispositions de protection. Parce que l'idéal, c'est bien sûr de supprimer la source. Mettons, si c'est un appareil électrique qui émet du champ électrique et qu'on n'en a pas besoin, on le débranche, puis c'est fini. Mais quelquefois, on ne peut pas. Donc, ce qui fait la valeur d'exposition, c'est la distance et la puissance de l'appareil. La puissance, ça correspond à la quantité, ou quantité d'électrons, ou quantité de photons qui arrivent. Et si on veut, pour résumer. Et après, il y a la distance qui joue. Et après, ce qui impacte aussi, c'est le temps d'exposition. Si on lance une balle sur quelqu'un, ça va pas lui faire mal. Mais si on lui lance une balle toutes les 10 minutes, toute une journée, ça va finir par lui faire mal. Donc c'est ça le problème. Donc, nous, on peut jouer que sur ce qui est en gras, le temps d'exposition et la distance. Et là, on vous a remis que l'exposition diminue avec le carré de la distance. C'est-à-dire que le carré, c'est la valeur multipliée par elle-même. Si on a un appareil électrique qui émet 100 volts par mètre à 1 mètre de l'appareil, une fois qu'on est à 2 mètres, on divise par 4, donc on n'a que 25 volts par mètre. Et si on est à 3 mètres, on divise par 9, 3 fois 3, on a 11 mètres. Donc, en reculant de 3 mètres, on a quasiment divisé par 10. Donc, quelquefois, se mettre à distance de la source, c'est une solution. Quelquefois, non, mais c'est pour ça que les antennes relais sont un problème, mais si une antenne relais est à 4-5 km, c'est moins un problème. Si elle est à 200 mètres, c'est un problème. Mais... Alors là, on vous a mis aussi que la norme pour la prise de terre. Parce que pour tout ce qui est champ électrique, on l'élimine facilement avec une bonne prise de terre. Donc il faut au moins que la prise de terre soit à la norme de 100 ohms, puis il faut qu'elle soit en dessous de 100 ohms. Il y a encore beaucoup de maisons où il n'y a pas de terre, ou alors la terre est au-dessus de 100 ohms. Mais l'idéal pour la santé, c'est entre 15 et 30 ohms. Mais ça, il y a des appareils pour mesurer, on va vous le montrer tout à l'heure. Et normalement, quand vous achetez une maison, que vous louez une maison, si le diagnostiqueur a dû vous marquer la valeur de la prise de terre, normalement, il est censé le mesurer. Après, on vous a remis que, idéalement, il faut supprimer les sources de perturbation chaque fois que possible. Et au minimum, la nuit, il faudrait couper le Wi-Fi de la box et également les données mobiles et le Wi-Fi des smartphones et le Bluetooth. Ça, c'est l'idéal. Parce que si on a le téléphone qui sert souvent de réveil, mais même moi, mon téléphone me sert de réveil, mais si on laisse le Wi-Fi, le Bluetooth activé, les données mobiles, le téléphone continue à fonctionner, à aller chercher des informations. Parce que les applications ont besoin d'Internet, donc elles tournent tout le temps. Des téléphones, tu sais, qu'on remonte. On n'a pas besoin pas de téléphone qu'on remonte, des réveils qu'on remonte. Oui. Ils font Oui. tic-tac. Oui, mais si on coupe la box, on a des trucs connectés, ça marche plus. On va y revenir après pour couper la box. Là, on revient spécifiquement sur l'électricité, le courant électrique 50 Hz. Là, on vous a remis une photo d'une lampe de bureau blindée. Parce que quand on peut, l'idéal, c'est de remplacer ce qui émet par des appareils qui n'émettent pas. Cette lampe est mise à la terre et elle n'émet pas de champ électrique. Après, on vous montrera aussi, j'ai mis les cordons de recharge des appareils parce qu'on va vous montrer en les branchant qu'au bout du cordon où il y a la prise USB-C ou USB, enfin, pas USB, pardon, la prise, si, USB-C pour relier le téléphone. Pas ce qui va dans le mur, ce qui relie le téléphone au fil. Le champ électrique se concentre au bout. Donc si vous laissez le chargeur branché avec le fil qui zigzague, au bout du fil, vous avez du champ électrique. Et vous pouvez avoir entre 100 et 200 volts par mètre. Beaucoup de gens laissent les chargeurs branchés sans rien au bout. Mais ça génère du champ électrique. Ah bon? Eh oui.
Là, on vous a mis un exemple pour les lampes de chevet. On vous a remis cette lampe de chevet qui émet du courant. Parce que beaucoup d'appareils ont des interrupteurs unipolaires, c'est-à-dire qu'ils ne coupent qu'un seul fil. Et là, on vous a mis le dessin d'un interrupteur. Là, c'est la fiche qu'on met dans le mur. Et normalement, une prise, ça c'est la norme. Le neutre est à gauche et la phase est à droite. Si la prise est bien montée. Mais quand on branche la prise, on ne sait pas où est comment c'est dans l'espace interrupteur. Et non, il n'y a pas de signe sur la prise. Non, mais On fera une démonstration. Tu vas brancher. Il y en a sur les plumes. Il y a beaucoup de prises où il n'y a pas de signe. Non, je le montre. Parce qu'on a la lampe ici. Voilà l'exemple. Cet interrupteur, il est unipolaire. C'est-à-dire qu'il coupe qu'un seul Voilà. des deux fils. C'est ce qu'on vous met là. Ici, il n'y a qu'un... Voilà. Pardon. Ça, c'est l'interrupteur. Ça, c'est la prise. L'interrupteur, je ne sais pas s'il coupe cette broche ou cette broche. Oui, parce que... Donc, si je le mets dans ce sens-là, je ne sais pas s'il va couper le neutre ou la phase. Mais il faudra peut-être simplement la tourner pour qu'il coupe le bon fil. Mais justement, on va vous montrer tout à l'heure comment on peut le Il y a tester. des moyens de test. Mais c'est des choses très bêtes. Et vous allez voir, on va démontrer que ça a un impact Parce direct que sur là, le champ. ce qu'on comprend, c'est que le fil là est coupé ici. L'interrupteur est coupé ici. Mais en fait, ça tombe en phase du neutre. Mais le courant arrive par la phase. Donc là, il arrive ici, il traverse le fil, il va dans la lampe, il remonte dans la lampe, il traverse l'ampoule, hop, il redescend, et il va à l'interrupteur. Techniquement, la lampe n'est pas allumée, mais le courant circule à travers la lampe, donc elle émet du champ électrique. Et si l'interrupteur est bien branché, le courant arrive jusqu'à l'interrupteur et hop, on le coupe. Et ça va pas jusqu'à la lampe. Toutes les prises électriques sont censées avoir le nœud à gauche. Et la phase à droite. Il y a beaucoup de prises mal montées. Mais normalement, la norme, c'est ça. Oui. Et pourquoi l'interrupteur ne coupe pas les deux fils? Parce qu'il y a très peu de lampes qui sont avec des interrupteurs bipolaires. C'est l'idéal, les bipolaires, mais c'est très rare. Les fabricants, ils mettent un interrupteur unipolaire parce que c'est moins cher, hein, c'est tout. C'est moins cher. Puis ça coupe la lumière, hein, c'est tout. Ouais. Le but, c'est ça, c'est d'éteindre. Donc, ça éteint. Là, on vous a remis la photo de la chambre à coucher. Parce que là, il y a deux lampes, par exemple. Il faut bien qu'il y ait des fils qui alimentent ces lampes. L'idéal, ce serait qu'un fil passe ici, qui passe au sol, mais souvent, ça passe derrière la tête de lit. Et il y a même maintenant des têtes de lit avec des chargeurs de téléphone, des prises électriques, des lampes intégrées. Et donc ça émet forcément du courant électrique. Après, il peut y avoir des radios réveil, enfin plein d'appareils. Quand c'est des fils qui passent derrière la cloison et qui émettent du champ électrique, il y a quand même des solutions pour s'en protéger. Il faut utiliser des peintures ou des tissus anti-ondes. Il n'y a pas besoin de faire tout le mur, il faut faire au droit de la zone qui est exposée. Donc derrière la tête de lit. Mais dans ce cas-là, il faut relier le tissu ou la peinture à la terre. Parce que là, c'est des électrons, c'est du champ électrique. Donc il faut bien que les électrons puissent partir quelque part. Donc il faut relier le dispositif à la terre. Comment? C'est-à-dire, par exemple, un tissu qui touche le sol? Non, à la terre, c'est que tu le relies physiquement à un fil Donc, il y a un fil qui, lui, électrique va à la du terre. tissu à la bande à la fil. Tu as un tissu avec ou une pince ou un scotch, enfin, ou la plaque qui prend en sandwich le fil, le tissu, pardon, et avec un fil que tu branches sur une prise pour le relier à la terre. Une prise exprès qui se branche sur le petit téton. Sur un tissu anti-éventuellement, Ça coupe que les hyperfréquences, ça coupe pas le courant. Parce que là, c'est des électrons, il faut les renvoyer à la terre. Le papier alu, ça fait le même effet, Non, ça fait pas le même effet, le papier alu. Ça fait folklorique, ça fait tout ce qu'on veut, mais ça fait pas le même effet. Et la peinture, alors? Et la peinture, elle est remise à la terre aussi. Ah, tu la remets là? Il y a une plaque qui est fixée sur le mur, qui touche la peinture. Il faut qu'il y ait un contact entre le tissu ou la peinture et le... Il y a du graphite dedans et d'autres éléments. Ça marche réellement, hein, ces peintures, c'est pas une blague. Ça se vend sur des sites spécialisés. Si vous allez voir le marchand de peinture ici, il va pas en entendre parler, il va pas connaître. Il pourrait en vendre, il devrait en vendre. Et ça, vous mettez ça sur le plat, après, vous mettez la couche des peintures normales par-dessus. Voilà, oui, c'est recouvrable, oui. Et le tissu anti-onde, ou on le met derrière la tête de lit, ou on met un tissu devant, enfin, c'est pas... L'histoire, c'est de couper l'exposition. Sur le bois, Oui. sur le cadre. Oui. Il y a d'autres protections aussi, qui sont intéressantes, mais plus onéreuses, mais qui peuvent être faites en rénovation ou en construction neuve.
Ça, c'est les interrupteurs automatiques de champ. Là, on a entouré celui-là parce qu'il est bipolaire, il coupe la phase et le neutre. C'est-à-dire que les autres sont unipolaires. Donc, si on se retrouve avec un appareil qui est branché à l'envers, il va quand même recevoir du courant. Hein? Dans le tableau électrique. Dans le tableau, oui, dans le tableau. T'es pas patiente, hein. Il n'y a pas beaucoup d'électriciens qui savent le faire, qui en ont même connaissance, c'est dommage. Et le souci, c'est que ça coûte quand même quelques centaines, Oui. enfin, quelques dizaines à quelques centaines d'euros, ça dépend. Et que ça ne coupe qu'un circuit. Oui. Et potentiellement une pièce ou deux pièces, quoi. C'est pas... Le- Après, l'utilité, c'est de le mettre dans les pièces de repos. Oui, parce qu'on met ça au compteur et s'il y a plus de courant, s'il détecte plus de consommation de courant, il coupe. Donc, c'est-à-dire que si on lit, mettons, on est dans sa chambre à coucher, on lit son livre. Et quand on a fini, on éteint la lampe, l'appareil va le détecter, qu'il n'y a plus de demande de courant, et il va couper. Il va disjoncter. Il va disjoncter. Il disjoncte la ligne. Il n'y aura pas de courant qui sera envoyé vers la chambre. Et quand on va appuyer sur l'interrupteur de la lampe pour la rallumer, il détecte une demande de courant et il remet le circuit en marche. C'est automatique. Ça, comment ça s'appelle aussi Des interrupteurs Interrupteur automatique de courant. intelligents, ouais, je sais pas si Non, il c'est- n'est pas intelligent en fait. En fait, il fait circuler un courant très basse tension, courant continu. Entre le disjoncteur et le... Non, c'est sur le compteur. C'est un Oui, électricien qui après le pose ça. disjoncteur. Les électriciens Ouais, qui mais là, laissent c'est pas visible, faire. entre le visible et le... J'ai demandé à un électricien. Et t'as ce qui est derrière, oui. Juste après le disjoncteur de... Le disjoncteur, non, mais ça va... Non, je te parle pas du disjoncteur principal, je te parle du disjoncteur Sur le secondaire. tableau, quoi. Ah, ça, voilà, c'est les sur le tableau. disjoncteurs du tableau. Oui, du tableau. Oui. Moi, faut le Mais vous le trouvez où? Ça ne remplace pas. Non, ça remplace pas, hein, c'est en plus. Mais ça, il y a du matériel. Mais ça, on va vous le dire ou ça? Comment Non, mais ça, on va vous le Alors, dire. le problème, c'est que on peut difficilement le faire soi-même, sauf si on est un bon C'est pas bricoleur. permis non plus. C'est pas conseillé. Et que les électriciens, ben, ils savent pas ce que c'est, moi, j'y crois pas. Donc, bon. Non, mais il y a des électriciens qui sont formés. Il y a des électriciens formés à la bioélectricité. Et donc, on va vous indiquer des sites Voilà. où vous pouvez trouver ça après. On avance juste la conférence et après on répond aux questions. Il y a aussi le blindage des fils. Là, on voit que il y a une tresse autour du fil. Et cette tresse est reliée à la terre. Donc, elle élimine le champ électrique. Et là, c'est aussi des boîtiers mis à la terre, des boîtiers faradisés. Ça, c'est bien aussi en rénovation ou en construction neuve, pour que le fil ne rayonne pas dans la maison. Il y a un élément qu'il faut savoir, c'est si on veut construire une maison en bois. Et très peu de constructeurs de maisons en bois le font, parce qu'on disait tout à l'heure que le bois est conducteur de champ électrique. Si on pose des câbles normaux dans une maison en bois, toutes les parois peuvent se mettre à rayonner. Et c'est une catastrophe dans ce cas-là. Donc, si vous faites une maison ou un chalet en bois, c'est obligatoirement des câbles blindés. Et tout blindé, les boîtiers faradisés, toute l'installation. Après, un blindage, il faut le considérer comme un tuyau d'eau. Si vous avez un raccord qui est mal blindé, qui est mal fait, c'est une fuite. Donc, ce sera pas de l'eau, ce sera du champ électromagnétique. À l'endroit où où la rupture sera faite. Et la plupart du temps, c'est le câble qui passe dans la boîte et le Oui. composant, enfin le boîtier de prise ou le boîtier interrupteur qui vient par devant, qui lui aussi doit être blindé et qui n'est pas forcément bien posé. Donc c'est très comment dire, c'est assez fastidieux à mettre en œuvre. Il faut être très très rigoureux quand on met en œuvre ça. Sinon ça sert à rien et ça coûte la peau des fesses. Oui, un autre sujet dont on parle peu, et les plaquistes ne sont pas au courant, c'est que normalement, enfin, ils sont censés le faire, c'est dans le DTU, c'est que toutes les cloisons, tous les rails en aluminium sont censés être mis à la terre. Enfin, il faut en mettre un seul puisqu'ils sont vissés entre eux. Donc, il y a une conduction. Mais les rails doivent être mis à la terre, parce que les gaines électriques qui traversent les rails émettent du champ électrique, et puis la cloison se met à émettre du champ électrique. Donc, si vous faites poser du placo, il faut absolument faire relier ça à la terre. Et si c'est dans une pièce qui est un peu éloignée? Mais plus tu t'éloignes, plus. Mais oui, mais si c'est la tête de lit qui est derrière. Oui, oui, d'accord. Parce que c'est vrai que le plaqué, c'est sympa. Hein. Non, il faut pas, mais moi C'est j'ai fait des travaux récemment, je suis en train d'en faire encore, j'ai pas fait. Mais c'est marqué dans le DTU, non, il faut le Et faire. le chauffage électrique au sol, alors? Le chauffage électrique peut émettre beaucoup de champs électriques ou moyennement. Oui. Combien de mètres de fil? Bon, Ah oui. C'est tout le sol, oui. Oui, c'est pratique, mais c'est pas forcément une très bonne solution. Oui, mais il y a tout ça, le truc, on est venu. Si vous, si oui, ok. Ça fait pareil? Bah, ça émet vraiment. traverse. Il faut mesurer. Oui, ça traverse la matière, forcément.
Si. On a bientôt fini, ne vous inquiétez pas, on va Mais non, appliquer les échanges. Bon, là on vous a mis ces petites diapos parce que c'est des fils qui permettent de relier les appareils qui sont pas prévus pour être mis à la terre, comme les box, les télés, certains appareils. Et en les mettant à la terre, ça élimine le champ électrique. Parce que mettons sur un bureau, on a un ordinateur qui lui est relié à la terre parce que quand on le charge, ou une tour qui est reliée à la terre, mais on a une box posée sur le bureau. On a plein d'appareils et on va dire que c'est la box. Le bois, comme on disait, est conducteur de champ électrique, donc il se met à rayonner et devant il y a du champ électrique. Une fois qu'on met la box à la terre, si tout est relié, ça suffit des fois à écréter tout le champ électrique qu'elle produit. Et là, il y a beaucoup moins de champ électrique. C'est pour ça qu'ils vendent ces petits dispositifs. Oui, j'en ai. Et donc ça, on vous a mis aussi pour se protéger du Linky. Alors, il y a des gens qui ressentent des effets. Quand des personnes comme David Bruno ont mesuré en laboratoire, quels que soient les filtres, ils mesurent pas vraiment d'atténuation. Mais il y a des gens qui sont mieux avec. Donc, qu'on les montre, ça peut être intéressant aussi. Et ça aussi, ça coûte cher. Oui. Et c'est pareil que les interrupteurs automatiques de courant. Il y a des produits qui ne filtrent que la phase. La plupart des produits ne filtrent que la phase. Donc c'est insuffisant parce que du coup, il y a le CPL qui circule par le neutre aussi. C'est pour ça qu'ils sont... Oui. Alors là, on revient aux hyperfréquences, la téléphonie mobile. Parce que tout le monde a peur des antennes relais. C'est normal, ça fait peur, mais c'est ce dont il est le plus facile de se protéger, parce que c'est dehors, et que les peintures et les tissus anti-ondes, une fois qu'on les a posés, bloquent les ondes. Donc en fait, c'est le plus simple. Comme je disais, c'est pas vraiment le plus grand danger. Si on est près d'une antenne, forcément, il faut mesurer sur place et protéger les murs qui sont en regard de l'antenne. Mais on parlait tout à l'heure de la norme de 61 volts par mètre. Si elle était conservée en France, c'est parce que ça permet de mettre une antenne à 4 mètres d'une maison. Si on utilise la norme de 0,6 volts, ou même la norme que l'Union européenne a déterminée à 0,2 volts par mètre, mais dans ce cas-là, la loi européenne n'est pas applicable, pas obligatoire dans ce cas-là. Mais elle existe en fait, la norme européenne c'est 0,2 volts par mètre. Il faut mettre les antennes à des kilomètres et des kilomètres. Donc c'est plus possible. Mais ouais, c'est pas vraiment un danger, parce qu'on disait aussi, plus on monte en fréquence, moins ça pénètre la matière. Donc il y a les ondes à 2,4, 2,6 et 700 MHz qui rentrent dans les maisons, mais la 5G qu'ils sont en train d'installer ne rentrera quasiment pas dans les maisons, sauf la 5G à 700 MHz, qui elle va rentrer. Et comment on arrive à ça? Mais là il faut mesurer sur place avec des appareils. Ah oui, excusez-moi. Regardez sur carte radio quelles sont les fréquences. Ah, La 5G à 3,6 GHz, techniquement, ne peut pas traverser les murs. Parce que plus on monte en fréquence, plus l'onde est petite, et moins elle pénètre la matière. La fameuse 5G+, celle qui nécessite d'avoir des bornes relais tous les 100 mètres ou 250 mètres, c'est parce que justement, elle ne pénètre pas les murs, à travers les murs. Les ondes sont tellement courtes qu'elles ne pénètrent pas à travers un... Non, ils mettront des répétiteurs plus près. Et ils mettront de la 5G à 700 MHz. Les répétiteurs, du coup, sont dans des gammes de fréquences plus basses. Oui. Ah oui, ce sera bien arrangé. Mais là, c'est quand même facile de s'en protéger de ce qui vient dehors. Parce que les gens, comme je vous disais, c'est normal d'avoir peur des antennes, c'est grand et on sait qu'il y a un danger, mais on néglige souvent les ondes qui proviennent de l'intérieur. On parlait du four micro-ondes tout à l'heure. Chaque fois que j'ai testé un four micro-ondes chez des clients, il sature l'appareil. Mais même à 6 mètres. En fait, je sais, il faudrait reculer, il faudrait sortir de la maison pour qu'il sature pas l'appareil. C'est colossal. Oui, il vaut mieux sortir le micro-ondes de la maison, mais en fait, c'est un vrai danger, le micro-ondes. Ah, s'il n'est pas branché, s'il marche pas. Non, si vous en servez pas, il fait rien. C'est quand il est en fonctionnement. On revient sur les téléphones comme ça. Si vous avez les marques Giga7 ou d'autres marques qui ont la fonction écho DECT. Et si le téléphone est posé sur sa base, il n'émet pas d'onde. Donc c'est ça qu'il faut privilégier. Giga7. Giga7 et Panasonic. Avec marqué écho DECT. À la base, c'est pour l'économie d'énergie, mais ça diminue les ondes aussi. Si possible, utiliser un système ou installer un système Internet filaire pour ne plus avoir le Wi-Fi. Et si le Wi-Fi est indispensable, il faut
mesurer et aussi sur place et voir où ça émet le plus. Mais si les chambres sont exposées, on peut à nouveau mettre un tissu ou une peinture anti-ondes pour que ça rentre pas dans la pièce, au minimum. Après, il existe des petits filets pour mettre les box à l'intérieur. Ça atténue les ondes, mais ça atténue aussi la portée de la box. Mais un petit sac en grillage pour mettre la box à l'intérieur. Donc du coup, ça réduit sa puissance. Donc si la box est dans la pièce dans laquelle on l'utilise, dans le bureau par exemple, c'est très bien, on peut l'utiliser, mais du coup, elle rayonnera pas assez dans les chambres. Alors que si on enlève cette protection, elle va rayonner plus loin. Ça peut être un mode d'utilisation restreint. Mais l'idéal, c'est au minimum de couper le Wi-Fi la nuit. Mais toutes les box ne disposent pas de la fonction pour couper le Wi-Fi. Alors, là, on vous a mis cette diapo, parce que le but de tout ça, c'est pas de vous faire peur, encore une fois, c'est de prendre conscience de ça pour s'en protéger et éviter de basculer dans l'hyper-électrosensibilité. Parce qu'une fois qu'on a basculé dans l'hyper-électrosensibilité, c'est très dur d'en sortir. Et donc, ces personnes, là, elles veulent manifester pour garder une zone blanche où il n'y a pas d'exposition. Mais elles ont mis ces vêtements de protection anti-ondes parce qu'il y a des personnes qui sont tellement sensibles qu'elles ont réellement besoin de mettre des tissus sur elles parce qu'elles peuvent plus supporter les ondes. Mais on va avoir un témoignage tout à l'heure et donc c'est pas. Il y a quelques années, ça faisait encore sourire et c'était même pas reconnu l'hyper-électrosensibilité. Là, ça commence à être reconnu par la médecine, même la sécurité sociale. Il y a même des maladies professionnelles qui commencent à arriver. Mais ça, dans les médias où ça fait encore sourire, mais c'est une réalité. C'est pas psychosomatique. Il peut, comment dire, quelquefois il peut y avoir des effets psychosomatiques et des effets réels. Des gens ont peur du Linky, ils vont avoir des problèmes de santé. Quelquefois le problème peut être amplifié, mais il existe réellement à la base. C'est pas une vue de leur esprit. Alors il y a d'autres types de protection, on les évoque là, comme la Shungit, le Topcant, ou même la mise à la terre. Pour les dispositifs qui sont en haut, une fois qu'on les a posés, on ne mesure pas de différence physique avec les appareils. Par contre, il y a des personnes qui se sentent mieux. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Il y a peut-être un effet sur la qualité de l'onde, mais c'est pas sur le même plan. Là, la pierre, c'est de la Shungit, c'est une pierre noire, et puis ça, c'est une petite pyramide en métal avec des éléments à l'intérieur. C'est un alliage. On peut pas dire que ça ne fait rien, mais là on n'est plus vraiment dans le domaine physique. C'est juste posé, c'est pas branché sur les... Non, c'est posé. Posé sur la box. C'est censé absorber ou diffracter les ondes, on sait pas trop, mais en fait on n'arrive pas à mesurer avec les appareils. On n'arrive pas à mesurer un effet. L'idéal de ces dispositifs, c'est une fois qu'on a corrigé, de les poser. Cela, ça améliore le taux vibratoire, donc, mais ça va pas annuler les ondes. Là, vous avez un dispositif de mise à la terre. Mais c'est pour éliminer les électrons qu'on reçoit. Mais si on est exposé à du champ électromagnétique, on va quand même recevoir le champ. C'est pas ça qui va nous protéger. Mais ça peut être intéressant dans certains cas. Là, c'est les appareils qu'on va vous montrer tout à l'heure. Ça, c'est l'appareil pour mesurer la valeur de la prise de terre. Et ça, pour mesurer les champs électriques. Et là, les hyperfréquences. Et cet appareil-là, il fait pareil pour les champs électriques et les hyperfréquences. Alors ça, ce petit tableau, tu veux en parler? Alors voilà, ça c'est ce que j'utilise moi dans le domaine professionnel pour déterminer si la mesure que je fais, elle est conforme à la norme ou pas pour les travailleurs. Donc vous voyez, c'est pas très simple, hein. Il faut à chaque fois faire un petit calcul selon la gamme de fréquences, selon le milieu, tout ça. Sachant que dans le domaine professionnel, on multiplie par 2 ou par 10 les valeurs, hein, puisqu'on est dans un milieu professionnel, donc on est censé être naturellement exposé. Pas plus solide, mais naturellement exposé. Voilà. Par contre, vas-y, un petit clic. Ouais. Par contre, la norme qu'il faut utiliser, on va dire, c'est un faux, hein, il faut utiliser, c'est plutôt celle qui correspond à la bio-initiative. Ouais. Et là, on voit que les valeurs sont beaucoup plus basses et elles sont, comment dire, on a des catégories hein, avec des effets. Dans l'autre, on dit il faut pas l'atteindre, sinon on doit déclarer quelque chose, on doit faire quelque chose, on doit agir pour l'atténuer. Là-dedans, on voit très bien que pour les très basses fréquences, par exemple, pour les très basses fréquences, il faut être à moins de 1 volt par mètre pour les équipements mis à la terre.
Entre 1 et 5. Donc ensuite, entre 1 et 5, on dit qu'il y a peut-être un léger effet, après un effet sévère et un effet extrême. Donc il y a quand même des valeurs qui commencent à dire que c'est significatif. Le but, c'est d'arriver là ou là. Enfin, là, c'est quasi impossible. Oui, c'est un peu Et utopique. c'est d'être ici. Voilà. Voilà. On termine là-dessus parce que du coup, avec les mesures qu'on va faire, on va voir que c'est compliqué d'atteindre ces valeurs-là. C'est compliqué. Et ben voilà. On remet le tableau, comme ça quand on va faire nos mesures. Voilà. Alors je vais commencer par le truc tout simple de tout à l'heure. Alors déjà, si vous voulez savoir si un appareil est à la Terre ou pas, comment vous faites? Ah ben, je sais pas. Simplement en regardant le câble d'alimentation. Machin en plus. S'il y a le petit trou en plus. Ah ben, oui. Donc c'est bien raccordé là. D'accord? Donc la grosse prise. On est d'accord que ça, il n'y a pas de mise à la Terre. C'est terminé comme ça? Faut donc le témoignage du monsieur aussi. Oui, il n'y a pas de mise à la Terre. Oui, ça. Je fais la démonstration de la lampe et puis après on va parler du... Alors, la lampounette. Je prends une lampe de bureau lambda achetée chez Conforama. Je la branche n'importe comment. Non, avant de la brancher n'importe comment. Avant de la brancher n'importe comment. Il faut que je sache où est ma phase. Alors, il y a ce genre de petit stylo qui fait bip bip et qui s'allume. Je vais sur ma prise là. Là, il ne se passe rien. La phase est là. La phase est bien à droite. Ok. Après, j'ai une rallonge achetée dans le commerce. Je ne sais pas comment elle est foutue. J'arrive sur cette multiprise, je ne sais pas comment c'est foutu. Donc, il faut bien que je trouve où est la phase. Le manque de bol. Si, c'est pas très sensible. Non, mais sur les petits fauteuils, il y a des plages qui protègent. Ouais. Le petit doigt des enfants. Alors j'ai un autre. Mais même branche la lampe, on va voir tout de suite si elle est mieux. Oui. Mais au moins pour savoir comment elle est. Non. Alors, sinon, il y a un petit appareil comme celui-ci qui est plus sophistiqué, qui permet de dire si la Terre est bien raccordée dans le bon sens, la phase dans le bon sens et tout. Donc il faut que. Il y a 3 voyants là. Il faut que ces deux-là, les 2 voyants-là, soient allumés. Bon, pour que ce soit bon. Je vais pas tester encore. Eh ben c'est pas bon. Voilà. Donc là, il me dit tac tac neutre et phase inversée. Donc ça veut dire que la phase n'est pas à droite sur cette multiprise. Voilà, donc je sais que maintenant ma phase, eh ben, elle est à gauche. Mais en fait, c'est au bon vouloir du fabricant, alors ça... Bah ouais, c'est fait n'importe comment. La norme, elle impose la phase à droite dans la construction. Ah ben oui, mais pourquoi pas ailleurs? C'est grand, mais c'est tellement... Made in China aussi. Enfin, chinois ou pas. Donc, je branche ma lampe. Je sais pas du tout l'interrupteur quel fil il coupe. Hein. Si c'est droite-gauche, je sais pas encore. Je la branche. Attends, avant de mettre ça. Et avec ça, déjà, j'arrive à savoir ma phase, elle est bien à gauche. Elle est bien là. Ma phase, elle est là. Je la suis sur le fil. Ça, c'est une vingtaine d'euros. La phase, elle est là. En chinois, c'est moins cher à 3 euros. Mais ça marche bien. Donc, mon interrupteur, il y a une ampoule. Hein. Mon interrupteur, il est éteint. Attendez, voilà. Mon interrupteur est éteint. Je ne sais pas si j'ai coupé la phase ou pas. Hein. Ben, je vais vite le savoir. Ben, visiblement, oui. J'ai bien coupé la phase. Donc, j'ai rien qui traverse là. Maintenant, pas totalement. Attends. Maintenant, si je la tourne, je tourne ma prise. Hop. J'ai toujours ma phase. Et non, elle est de l'autre côté, forcément. Elle est là. Ben, je la retrouve là. Là, on a 400 volts par mois. Je la retrouve là. Alors, tout à l'heure, je l'avais pas. J'ai simplement. Et ma lampe n'est pas allumée. Hein. J'ai la même chose, hein, que j'allume la lampe ou pas. J'ai la même chose. Voilà. Où il faut donc, là, il y a 100 volts par mètre. C'est une simple lampe. Moi, Tout à l'heure, sur l'image que vous avez montrée, là, de la lampe de bureau ou de chevet, il y avait marqué lampe blindée d'Anel, marque d'Anel. Oui, c'est un exemple pour. Ah oui, mais où on se l'a trouvé Ouais, c'est sur l'ange, c'est géotellurique. Oui, on vous l'a pas dit, mais
Chez Géotellurique ou Navoti, c'est des sites spécialisés. Et chez Géotellurique aussi. On n'a pas besoin d'acheter une lampe d'Anel, il suffit de la mettre à la terre. C'est pas- D'accord. Là j'ai une lampe métallique. J'ai une lampe métallique, il suffit que je trouve un point de connexion correct pour mettre un fil à la terre. On fait le témoignage du monsieur. Ouais. Si vous voulez venir témoigner, Français, on va vous montrer. Un petit fil, il faudra qu'on garde un fil, le fixer là, sur quelque part sur la carcasse et le mettre à la terre. Donc il vous montrera tout à l'heure. J'ai des fils comme ça voilà. exprès. Allez-y, Anthony. Bonsoir. Moi j'habitais à Volx, et en fait j'étais pas au courant des antennes relais, tout ce qui est téléphonie mobile. J'étais plus fort. J'étais pas au courant des antennes relais, que ça pouvait être nocif pour les êtres humains. J'ai acheté une maison tout heureux, je venais d'arriver dans la région avec ma femme et ma petite. Et en fait j'étais à 800 mètres de l'antenne relais 3G qui se situe en haut de Volx. D'ailleurs vous pouvez voir tout autour de l'antenne, il n'y a aucune maison qui est ouverte. Tout le monde se cache. Je suis tombé malade en moins d'1 an, lié à des problèmes au travail qui m'ont un peu miné. L'antenne a fait le reste. Au bout d'un an, j'étais malade. Je faisais 82 kilos, j'en fais 66 aujourd'hui. J'ai fait des tumeurs. J'ai eu des tumeurs, j'ai une tumeur à la jambe gauche. J'ai craché du sang, j'ai des acouphènes depuis 2011. En fait, le jour où ils ont branché la 4G à Manosque, c'était en 2013, je crois, en février 2013 ou 2012, ils ont branché la 4G 2 jours plus tard, moi j'étais malade. Tout simplement, et j'avais des acouphènes, depuis j'ai toujours des acouphènes, ça me lâche pas. J'ai réussi à aller un peu mieux, je me suis enfui, je suis parti un peu plus loin, je suis allé à Pierre-Ruf. J'ai trouvé une maison, on va dire en contrebas d'une montagne, du coup j'étais un peu protégé. Sauf que là, avec la 5G qu'ils ont mis à la Brianne, ou en tout cas le mât qu'ils ont mis à la Brianne, c'est revenu depuis 3 mois, je suis plus très bien. Donc là, moi, je viens témoigner et apporter ma pierre à l'édifice parce que je sais qu'il faut rester mesuré sur le sujet parce que ça touche des dogmes, des croyances des gens, les portables, tout ça. Ça touche un peu à la vie personnelle. Mais moi, je vous dis sincèrement, protégez-vous et surtout, n'attendez pas parce que ce qui nous attend là, je trouve que c'est inquiétant quand même. Surtout pour les petits. Moi, j'ai ma petite, elle a 9 ans aujourd'hui. Malheureusement, elle est un peu comme moi. Donc, j'ai 2 solutions. Soit je m'en vais d'où j'habite, soit je fais comme je suis en train de faire, c'est-à-dire je prépare un projet avec des gens où on habiterait sur le même terrain et on ferait protéger notre terrain et on serait entre personnes sensées, cohérentes, qui font preuve de discernement face à ce qu'on met en place, ce qu'on nous impose et voilà, on résiste quoi. C'est de la résistance. Malheureusement aujourd'hui c'est tout ce qui nous reste. Ils ont mis des lois contre les antennes relais, on peut pas les attaquer. J'ai essayé par le biais de la mairie de Manosque et tout. Au contraire, c'est moi qu'ils ont été offensifs envers moi alors que j'étais complètement malade. J'ai perdu 20 kilos en l'espace de... Ça s'est passé très vite. Et je vous dis, aujourd'hui, je ne me bats pour vivre, quoi. C'est compliqué quand vous devez vivre comme ça et en plus avoir des enfants et tout. Franchement, c'est pas facile. Et je le souhaite à personne. Donc, excusez-moi. Donc, voilà. Écoutez, si vous avez des questions, je suis là. Et c'est important ce témoignage parce que si on évoque aussi le domicile, c'est parce qu'on peut être exposé au travail. Mais si on n'a pas un lieu de ressourcement chez soi, au moins sa chambre, où on va dormir 8 heures sans être exposé, le corps ne va pas pouvoir se régénérer. Donc si on est exposé la nuit, puis dans sa voiture, parce que les voitures sont connectées maintenant, puis on arrive au travail où on est exposé, le corps n'a jamais d'espace où se régénérer ou se détendre. Sauf aller dehors. Mais enfin dans la forêt, et encore que c'est pas. Et donc il faut vraiment ne pas vraiment se préserver et avoir un espace sans exposition. Parce que si c'est pas indiscret, qu'est-ce que tu faisais comme travail? Je travaille à l'hôpital de Manosque. Et donc, j'étais exposé à tous les Wi-Fi dans tous les couloirs parce que ça aussi. Wi-Fi, champ électrique aussi, tous les appareils. Tout à fait, tout à fait. Et puis il faut voir. Ça fait combien de temps que c'est arrivé? C'est arrivé en 2011, ça fait 12 ans à peu près. Et tu travailles toujours? Non, j'ai arrêté, ils ont voulu me forcer à vacciner. J'avais voilà. Donc c'est pas facile et puis ils se moquaient tout le temps de ma pathologie, la direction. Donc je leur ai collé un procès. Alors qu'ils sont dans la maladie. Ils sont dans la maladie. Mais Ils peuvent pas tester ça, c'est pas possible. entre les praticiens qui sont dans les services et les théories qui sont avec leur café, il y a 2 poids, 2 mesures.
Ouais. Et aujourd'hui, concrètement, tu fais comment pour arriver à te protéger le plus possible? Alors ben, là, par exemple, depuis que je suis arrivé ici, j'ai eu au moins une trentaine d'extrasystoles au niveau du cœur. Je ne sais pas si vous connaissez les extrasystoles. Donc c'est un peu la roulette russe en fait. Aujourd'hui, ben là, j'essaie de partir. J'essaie de trouver des gens avec qui on pourrait acheter un terrain. Donc j'ai mis des annonces un peu partout. Je mets des annonces, des gens comme moi, quoi, ou peu importe. Non, pas du tout. Vous pouvez être chimico-sensible, même sans rien. Vous êtes conscient qu'il y a des problèmes. Moi, ce que je veux faire, c'est délimiter un terrain. Je monte des grillages millimétriques et c'est terminé. Parce que là, il faut savoir que les capacités de pénétration des nouvelles ondes, elles vont tout pénétrer. Les murs mètres des maisons, je suis désolé de le dire. Pas en 700 MHz, oui, mais pas en 3006 ou en 60. Ce qui arrive, ce qu'on appelle d'ailleurs les fréquences OR, regardez, ce sont des fréquences militaires. Pardon? J'ai dit ce qui s'appelle des fréquences OR, ce sont des fréquences militaires qui vont arriver dans l'année 2025, pénétreront tout. Et là, il faudra monter des grillages millimétriques, c'est-à-dire au millimètre, pour pouvoir se protéger de ces ondes. Ou des tissus anti-ondes, ça existe déjà, ou les peintures, ça les coupe déjà. Alors moi je m'excuse, je vais parler en ma connaissance de cause. J'ai fait les peintures chez moi. Les peinturiers chez que vous avez vus, j'ai fait venir un géobio, un électricien, il est venu chez moi, on a tout fait. C'était pire. Parce qu'il faut tout calculer. Oui, attention, parce que quand on fait ça, si on garde les ondes à l'intérieur, elles rebondissent. Voilà. On s'enferme dans la boîte. Voilà. Attention, oui, il faut faire comme il faut. Voilà. Il faut le faire à 100%, c'est-à-dire même le sol, il faudrait blinder le sol, il faut tout blinder. C'est pas ça. C'est qu'en fait, non. Pour ce qui vient de dehors, on met les tissus et les peintures. Mais il faut aussi éliminer les ondes qui est à l'intérieur. Parce que champ électrique et hyperfréquence. Parce que si on transforme sa maison en cage de fer à baie, tout ce qui est dedans va rebondir partout et on va amplifier l'exposition. Donc il faut vraiment, il faut le faire en connaissance de cause. Oui. J'ai fait venir un géobio. Pardon? Les peintures là, dont vous parlez, elles ne sont pas toxiques. Bah, mais je pense pas plus que mettre toutes les peintures, mais le tissu il est pas toxique lui en tout cas. On ne sait pas non plus. On sait pas. Non, moi on le mange pas. Non, on le mange pas. Après, ce sont des peintures recouvrables. Donc normalement, on n'a pas. Ce sont des peintures recouvrables. Il ne savait plus où se mettre. Donc on n'a pas. C'est ce qui nous arrive malheureusement. Oui, il faut. Moi, Sinon, t'as un il avait noir. trouvé sa place. Et là, le terrain s'est vendu, on l'a fait partout. Il savait plus où Comme si tu avais comme si tu mettais un après. Voilà, tu mets un après, puis après tu mets ta peinture, ton papier peint. Oui, j'en ai vu beaucoup. Moi aussi, j'ai vu. Tu dis que ta petite fille, elle est aussi sensible. Comment tu t'en rends Oui. compte? Je le vois. Et je le perçois lors de moments où il y a beaucoup de gens avec des téléphones. Tout de suite, ce qu'on ressent chez les électrosensibles, c'est qu'ils ont du mal à parler. L'élocution devient beaucoup plus difficile parce que c'est simple, il y a un manque d'oxygénation au niveau du cerveau. Ça a été prouvé par le docteur Velpom. Moi, j'y suis passé. J'étais vraiment dans un état critique quand je suis arrivé à le voir. C'était important. Voilà, donc les enfants, tous les enfants sont pratiquement électrosensibles. Voilà, il faut le savoir, comme ils ont dit, ils ont très bien expliqué, les tissus des enfants, les os des enfants, ils sont vachement plus sensibles. Et la première chose qu'on voit chez les enfants, c'est cette nervosité qui est en train d'apparaître chez tous les gosses. Exactement, exactement. C'est lié à tout ça, ils souffrent ces enfants, il faut le savoir. Mettez-les dans une montagne où il n'y a pas de téléphonie, vous allez voir comment ils vont changer. C'est important que tout le monde sache ça, c'est trop important. Et tu as rencontré le docteur Velpom? Oui, il y a 10 ans déjà en arrière. Anthony, tu disais que tu avais fait venir un géobiologue. Moi, je critique pas mes confrères, mais moi, en plus de la géobiologie, j'ai été formé par David Bruno pour la détection et la protection contre les ondes électromagnétiques. Dans les formations classiques de géobiologie, on aborde la protection contre les ondes électromagnétiques, mais on fait quelques heures. Et donc l'idéal, c'est des géobiologues qui ont fait d'autres formations pour aller plus loin. Je vous rejoins tout à fait. Je pense c'était compliqué pour lui peut-être parce que c'était un étage, il fallait peut-être faire le sol aussi. Et c'est chose qui n'a pas été faite, c'était très cher. J'ai mis toutes mes économies dedans finalement pour partir 2 mois plus tard. Merci. Merci pour ce témoignage. Merci. Merci. Marie-Noël m'a raconté aussi tout à l'heure que c'est dimanche, la semaine dernière, voilà. Elle se trouvait
C'est quoi, c'est une conférence Une assemblée. Une assemblée, oui. Qui se passait dans une maison. Attendez, je me dis que je vais dire. Qui se passait dans une maison. On était dans une maison, on était dans une conférence ensemble. Bon, moi, j'y suis allée que l'après-midi, mais avant, on était dehors, on mangeait tous ensemble. J'allais très très bien. Je pensais pas à ça. Moi, j'ai qu'un tout petit téléphone portable. Je n'ai pas de smartphone. Je vous raconterai après. Mais c'est Ariane. Oui, je sais. Et puis, j'ai commencé à chauffer. Et au niveau de la tête, je ne sentais pas, mais tout le corps s'est descendu dans les jambes. J'étais pas bien. Je fais, qu'est-ce qui m'arrive encore? J'ai regardé autour de moi. J'ai compté 7 smartphones. Moi, je prends des notes comme ça. Et ils étaient tous en train de prendre des notes et d'aller sur Internet pour vérifier ce qu'on nous disait comme là actuellement. J'ai dû sortir, j'ai dû m'allonger, ça a duré un petit moment. Alors je vous explique quand même qu'en 2016, j'ai fait un AVC ischémique avec une hémiplégie. On ne m'a pas trouvé, on n'a pas su me dire pourquoi j'avais fait un AVC. J'ai des problèmes veineux, on ne m'a pas fait de lien avec ma pathologie. Avec l'aide de Phédone, entre autres, j'ai compris, mais bon, moi, j'affirme rien, hein, que je dormais. Donc, j'habite dans une vieille maison avec des murs de 60 cm, une maison en pierre. Et derrière la tête de mon lit, donc dans la pièce derrière, avec les 60 cm, il y avait un tableau électrique. Donc, c'est pas le tableau général, c'est un sous-tableau. C'est pas un endroit où je vais beaucoup, il n'y a pas vraiment d'appareil, c'est des lampes, il n'y a pas grand-chose. Il y a quand même d'autres trucs, mais il y a quand même le courant qui passe. Bon, il y avait ça, puis 2 lampes pas de chevet, mais enfin 2 appliques entre ma tête, quoi, des 2 côtés. Bon, voilà, c'est ce qu'on a trouvé à l'époque, c'est un peu ce que j'ai corrigé après, mais peut-être pas encore bien. Donc j'ai fait un AVC, et moi je ne vais pas dire que je suis électro-hypersensible, mais je suis quand même sensible. Dimanche, visiblement, personne n'était dérangé. Moi, je l'étais. Je l'ai vraiment, c'est très très fort. C'était sur la terrasse ou dedans? Dedans. Sur la terrasse, je l'ai vraiment bien. Donc, il y a simplement la Wi-Fi aussi. Oui, parce qu'ils mettent la Wi-Fi quand il y a les conférences. Moi, je pense qu'il y a le Wi-Fi. Hein. Mais franchement, là, après, c'est l'accumulation. Parce que chaque appareil émet, et puis si on va chercher beaucoup d'informations, il prend de la puissance. Et j'étais vraiment entourée. Moi, j'ai vraiment un tout petit téléphone, j'ai un ordinateur filaire. J'ai un téléphone filaire, j'ai pas de machin connecté, tout ça chez moi. Ah, c'est une souris filaire. Hein. J'ai presque rien, quoi. Mais n'empêche que. Ah oui. Et du coup, c'est vrai, bon, déjà, je suis sensible à plein de choses, des odeurs et machin, mais alors là, avec ces trucs-là. Et comme en fait, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Comme tu as un espace de ressourcement qui est à peu près sain pour toi, ça te permet globalement de supporter ce qui se passe. Mais si tu étais en même temps exposé chez toi, tu aurais fait une crise peut-être encore plus importante. Et pour revenir le tableau derrière, une fois que tu as fait la crise, c'était après. Non, c'est après l'AVC. Oui, c'était après l'AVC. Ah ben j'ai bougé mon lit. Alors c'était certainement pas parfait d'ailleurs. Est-ce que le nord ou Non, j'ai plus rien. J'ai plus de lampe autour de moi. Donc ça veut dire que si je veux allumer pour lire ou autre, je suis un bon bout, puis c'est à distance. Une télécommande manuelle. Et j'ai une lampe frontale qui est posée, et quand j'ai besoin la nuit, j'ai pas de truc radio, réveil. J'ai ma montre à remonter, c'est une très vieille montre. J'ai rien d'autre. Hein. Chez moi, j'ai rien de. J'ai une vieille gazinière toute bête qui a 30 ans. Bon voilà, moi j'essaie d'atténuer le plus possible, mais bon voilà, je suis quand même passée par cette histoire-là. Pour parler des radios aussi, j'ai eu évidemment beaucoup d'examens médicaux. Et un beau jour, il y a des médecins qui m'ont dit bon stop, on arrête, quoi, vous en avez eu assez. Donc il y a quand même des médecins qui sont un peu sensés. Un peu sensé, c'est surtout qu'ils ont des limites à ne pas atteindre. Hein. Il y a une réglementation et puis c'est très suivi. Mais après, ça dépend du temps, sur un espace-temps, certainement. Mais du coup, eux, ils peuvent être mis en défaut. Donc, du coup, ils se protègent. C'est ça aussi. Heureusement que voilà, il y a ça. Parce qu'après, ça va loin, c'est même les dentistes, c'est même tout. Oui, c'est ça. Oui, il y a des appareils, parce que des alliages métalliques réagissent aux champs électriques et aux hyperfréquences, forcément. Et ça crée là des courants induits. Là, c'est embêtant. Mais aussi
là, les témoignages qu'on a vus montrent qu'on est de plus en plus exposé, mais avec la 5G qui arrive, parce qu'on parle en terrestre à 36 GHz, mais en Chine, ils sont à 60 GHz et ils développent déjà la 6G. Mais 60 GHz en terrestre, on ne sait pas du tout ce que ça va être. Mais ça veut dire que si on est surexposé dehors, ce sera de plus en plus indispensable d'avoir une maison saine ou un appartement sain. Parce que sinon, on ne va pas tenir. Et on ne parle pas des satellites. Oui, alors les satellites, ça émet, mais ils sont très loin. Alors bon, mais les satellites d'Elon Musk ou de Airbus, il y en a plein. Il y a une dizaine d'opérateurs de satellites qui ont des satellites 5G actuellement. Et ils sont à 60 GHz, je crois. À 5000 km d'altitude, en gros. Et en basse orbite. On va capter, quoi. Oui, on capte. Voilà, Mais en réception, puissance, on ne sait pas combien il y a. Mais c'est ça, plus ça, plus ça. C'est ça, même s'il n'y a pas beaucoup. Alors moi, à côté de mon lit, j'ai mes oreillettes, j'ai le téléphone. Sur le chargeur Les oreillettes en Bluetooth. Hein? Les oreillettes en Bluetooth. Non, les oreillettes sur le chargeur. J'ai un boîtier où je mets ça dedans. Ah oui, Pour les il chargeurs. faut voir ce que ça émet. Comme ça, on ne peut pas vous dire. Ouais. Voilà, mais ça, je vais l'enlever. Oui, J'ai les prises multiprises. oui, ben peut-être. Ben, on va mesurer la multiprise tout à l'heure. On va voir si elle émet. Et oui, c'est pour ça qu'il faut en avoir conscience et essayer de se protéger au mieux. On ne dit pas de ne pas utiliser l'électricité. On dit de l'utiliser de la meilleure manière possible pour ne pas être exposé.